Donc ceci, c'est un petit peu le cadre de ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc ça se résume en une page. Donc on a 1h30 à être ensemble, avec la conviction que le changement est possible. On est vraiment proactif et dans la solution, on va le voir. Donc le but, c'est pas de savoir qui a raison, qui a tort, mais de chacun amener une partie de sa créativité pour savoir ce qui est possible de modifier. Donc de changer souvent des mauvaises formes. On a un bon fond dans tout ce qu'on veut exprimer, mais souvent on y met une mauvaise forme. Donc modifier simplement la forme de la bonne intention ou de la bonne intuition que l'on a au fond de soi. Donc on a souvent des mots différents pour exprimer la même chose, donc soit moi, soit vous, mais souvent en arrière-plan, on verra qu'on veut dire la même chose. Donc il n'y a pas, souvent ce ne sont pas des désaccords, ce sont des façons de voir différentes. Donc ce sont des accords différents à exprimer. On évite de dire non, parce que non c'est comme une paire de ciseaux. Non, je ne suis pas d'accord, mais plutôt de dire pour moi j'ai telle et telle explication ou telle et telle solution. Parce que le non, je ne suis pas d'accord, c'est un peu trop facile, et on le connaît par cœur, on l'a appris toute notre vie. Donc pour justement changer l'estime de soi, le non, je ne suis pas d'accord, aide à ne pas avoir une estime de soi, on verra. Et au contraire, si on dit il existe telle et telle solution, après on la partage, et après on en fait soi-même de nouveaux axes, de nouveaux layons, de nouvelles traces, de nouvelles esquisses. Donc toute ressemblance serait fortuite, ça veut dire qu'on ne parle jamais de tous ceux qui sont ici, mais uniquement des gens qui sont dehors. Ça veut dire que souvent dans les conférences, on entend « non, ça ne me correspond pas ». On est d'accord que ça ne correspond pas aux gens qui viennent chercher des solutions, mais par contre, il y a sûrement une solution qui correspond. On verra qu'on démarre souvent de ce qu'on nous a appris qui nous bloque, pour aller, quand on comprend comment on nous a bloqué, on comprend comment on peut se débloquer. Donc, on partira par des schémas très réducteurs pour aller vers des schémas beaucoup plus libres. N'oubliez pas de mettre votre téléphone sur vibreur pour éviter de le rallumer à la fin. Donc on respecte le point de vue de chaque psychologue, mais en même temps analyste et en même temps en entreprise pour trouver des solutions à différentes problématiques que l'on pourrait, dont on pourrait avoir besoin. Donc différentes formations complémentaires sont celles-ci, donc dans le psychisme, dans la périnalité, dans l'addiction, dans la psychologie de la santé, dans la gestion et la résolution des conflits, dans la maladie d'Alzheimer. Mais on verra qu'on se sert beaucoup de ces études aussi pour trouver des réponses à ce que l'on cherche, avec différentes formations complémentaires dans différentes thérapies particulières, comme le MDR, comme la relaxation, comme les comportements alimentaires, la dissociation, la systémie, la fibromyalgie, l'hypnose et la coordination des secteurs de santé. Oui, notez-le pour la fin. C'est vraiment, en fait, ce sont des personnes qui ont, c'est assez récent, ça a 2 ans, 3 ans, même plus, 4 ans. En Amérique, ça a plus de temps que ça. Et on a mal dans le corps, mais il n'y a aucune, toutes les analyses donnent que tout va bien. En fait, il y a une trentaine de points sur lesquels le médecin appuie, et suite à ces points, il peut déterminer en fonction d'un certain nombre que vous avez une maladie qui est ce qui s'appellerait fibromyalgie. Alors, dans le parcours professionnel, donc différentes années, donc aussi bien en France que dans les dom-tom. J'ai habité longtemps dans les dom-tom aussi, et donc je travaille aussi bien en entreprise qu'en administration, dans différents systèmes, que ce soit l'analyse des comportements, que ce soit à l'université, que ce soit dans la supervision de groupe, ou dans la pratique professionnelle. En même temps, la prise en charge des victimes, c'est-à-dire suite à des agressions, suite à des traumatismes, suite à des braquages, ou dans une famille, suite à des harcèlements ou plus. Et même des fois suite à des décès qui peuvent intervenir dans des entreprises, même dans des clubs de vacances. Alors le site qui regroupe tout ça, c'est celui-ci que vous trouverez sur Internet, dans lequel il y a différents détails, avec pour le particulier, pour la thérapie, pour l'entreprise, pour les expatriés. La technique SCI, c'est celle qu'on abordera, c'est fait par des schémas, une technique schématique de communication intégrative, ça veut dire que ce sont des schémas de communication entre soi et soi. On verra qu'entre sa raison, son intuition, son actif, son passif, son masculin, son féminin, mais en même temps, c'est la même relation envers toute autre entité, qu'elle soit homme, femme, patron, employé, animal,
une peur, un voyage, un projet. C'est toujours la communication qui se résout de la même façon. Après, il y a des spécificités, mais ça fonctionne de la même façon. Donc différents schémas que l'on verra. Je vous en mets quelques-uns, mais on en verra. En tout, il y en a 200. On n'aura pas le temps d'en aborder 200 parce qu'on voit un thème particulier qui est l'estime de soi. Mais donc c'est toujours des relations entre deux entités, donc elles peuvent être humaines ou non humaines, et elles peuvent être aussi en soi, parce qu'on verra que ça a des relations simples avec le miroir, la projection et le transfert, sans rentrer dans le détail, sans prendre de termes très techniques, mais à chaque instant, on fait de la projection, du miroir et du transfert, sans le vouloir, dans toutes les relations que l'on a. Donc ce sont des schémas que l'on abordera, qui ont ces formes-là, et que je vous décrirai au fur et à mesure. Là, ils sont complets, je vous les fais au fur et à mesure, point par point, pour vous expliquer comment on peut trouver des solutions au blocage qu'on nous a donné dans nos différentes éducations. Donc si je sors de la présentation, et que l'on en vient à la conférence. Le CV, c'est fait. L'estime de soi. Donc on a mis une photo sur le site, un petit peu amusante. Avant de rentrer dans le détail, vous pouvez un peu... Déjà, l'estime de soi, on la verra à différents niveaux, au niveau physique, au niveau émotionnel, au niveau intellectuel, au niveau spirituel. Donc là, simplement au niveau de la vue, parce qu'on a différents sens, connus et inconnus. Donc les 5 sens que vous connaissez, connus. Donc simplement par les sens, et que vous regardez cette image, vous pouvez voir ce que ça peut entraîner chez vous. Ça peut entraîner soit des contractions à certains niveaux du corps, soit des décontractions à d'autres niveaux du corps. Et en fonction de ce que ça vous entraîne, vous pouvez, que ce soit l'estime de soi ou que ce soit d'autres domaines, voir que ça a des répercussions. Donc, et en même temps, c'est différentes parties de l'image. Ça peut être au niveau des rochers, ça peut être au niveau de l'eau, ça peut être au niveau de l'éléphant, ça peut être au niveau de certaines parties de l'éléphant, qui peuvent vous détendre, vous amener du bien-être, ou vous contrarier, vous amener une contraction à certains niveaux du corps, et éventuellement même les deux. Mais très souvent, c'est soit l'un, soit l'autre, sur des images aussi simples que cela. Et en fonction justement de ce que ça vous amène, on verra, mais c'est une façon de découvrir à quel niveau on est notre estime de soi, en fonction du niveau de contraction et du niveau de décontraction que l'on a du corps quand on perçoit des images, des sons, des goûts, des couleurs, des températures, dans toutes les relations, réelles ou irréelles, des relations que l'on peut vraiment avoir, des relations que l'on peut concevoir, imaginer ou projeter. Alors, si j'ai oublié de prendre une petite feuille que j'ai dans mon sac, ici. Alors, on va commencer par certaines bases dans lesquelles nous avons été construits et qui fait qu'aujourd'hui on a différents blocages. Donc en même temps, je vais les dessiner de façon bloquée, telle qu'on nous les a apprises, mais on peut sous-entendre facilement comment on les débloque, puisque si on comprend le blocage, on comprend le déblocage. Et après on pourra affiner si besoin. On va survoler le domaine, donc on ne va pas tout aborder, donc s'il y a des questions, vraiment notez-les, parce que ça va aller assez vite, mais on ne pourra pas tout voir. Donc dans l'estime de soi, après on pourra regarder le soi avec un petit S et un grand S, donc au fur et à mesure de la conférence, comment ça fonctionne, mais là on en est dans les bases, donc par rapport à la construction du plus jeune âge. Donc en soi, par exemple, dans la vie, quand on est plus grand, on nous dit des choses comme où est ta moitié? Et certaines personnes n'aiment pas cette phrase-là, puis d'autres, en fait, on s'aperçoit qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, elle existe. Et si elle existe, c'est qu'inconsciemment, on a été bâti avec cette phrase. Et on verra que cette moitié fait appel au binaire informatique et fait appel à des tas de notions que l'on a, feu rouge, feu vert, à des tas de notions, l'eau chaude, l'eau froide, à des tas de notions que l'on a en nous. Et dans notre corps, dans les relations, on a aussi ce binaire. Pour faire simple, ce binaire, si on le dessine de façon horizontale, on a en nous un binaire actif-passif, masculin-féminin, patron-employé, comme un petit peu dans le sport. Celui qui gagne, c'est celui qui est dessus ou celui qui est dessous. Donc souvent c'est celui qui est dessus qui gagne, dans le judo par exemple. Et on a beaucoup de schémas comme ça, on pourra le détailler, qui font qu'on a une partie beaucoup plus active dessus, une partie beaucoup plus passive dessous. Donc c'est inconsciemment une partie plus masculine, une partie plus féminine. Et on peut l'avoir dans un tas d'exemples. Donc un exemple qui peut être par exemple le fort et le faible,
du style sexe fort, sexe faible. Donc c'est une échelle de graduation, mais qui existe en nous aussi. Cette échelle de graduation est liée aussi au niveau de la raison et de l'intuition. On met beaucoup plus de valeur dans la raison que dans l'intuition. Donc la raison, inconsciemment, dans la société, est beaucoup plus forte que l'intuition. L'intuition est souvent dévalorisée. En nous, on a le côté donc cartésien, le côté supérieur, souvent c'est par exemple le parent par rapport à l'enfant. Mais c'est aussi le patron par rapport à l'employé. C'est aussi le prof par rapport à l'étudiant. C'est aussi, ainsi de suite, tous des degrés qui font que y a un sachant et puis un récipiendaire qui apprend au fur et à mesure. Donc, dans cette raison, dans la partie raisonnable, on peut sous-détailler, on peut voir d'autres éléments, mais c'est aussi ce qui est toute la logique, le cartésianisme, tout ce qui est la raison. Donc c'est souvent le côté masculin chez tout être humain, homme ou femme. Et souvent c'est quelque chose qui est assez carré. Le côté masculin est beaucoup plus carré. Le côté féminin, chez tout homme ou femme, c'est le côté de l'intuition, le côté du sixième sens, et le côté aussi, par exemple, des eaux matricielles ou de la grossesse de l'enfant, et en même temps de l'argent, des finances. Souvent, c'est le côté beaucoup plus arrondi. C'est la femme qui arrondit les angles. Donc le masculin est souvent beaucoup plus obtus, et le féminin est beaucoup plus souple, donc beaucoup plus arrondi. L'important, c'est qu'en nous, on puisse développer les deux de façon constructive. Donc si on arrive à développer les deux, que ce soit aussi bien le masculin que le féminin de façon constructive, et qu'on arrive à peser les deux, d'une façon équilibrée et d'une façon construite, notre balance nous montre quoi? Notre balance nous montre ce qui est au centre de nous, que l'on peut appeler dans certaines philosophies le Graal, mais c'est notre cœur et nos tripes. Et parce qu'on a pu équilibrer les deux domaines, masculin et féminin. À certains moments, on peut arriver à ne pas équilibrer ces domaines. Mais on verra ce que ça donne tout à l'heure si on n'équilibre pas ces domaines. Donc c'est la façon dont on a été bâti. On verra différents exemples si besoin, mais on a eu déjà d'autres conférences sur lesquelles on a expliqué, on pourrait y revenir. Donc ça c'est le côté masculin-féminin. Si par exemple dans mon corps, j'écoute beaucoup plus mon cœur et mes tripes pour apprendre comment fonctionne la confiance en soi, alors je reste axé sur un objectif que j'ai et j'ai une stabilité. Mais des fois, au lieu d'écouter mon cœur et mes tripes, j'écoute autre chose. Qu'est-ce que je peux écouter d'autre? Je peux écouter d'autre ce que je pense être bien ou mal dans ma tête, ou ce que je vois et que j'interprète bien ou mal, ou ce que je sens, ou ce que je dis, ou ce que j'entends, ou ce que je fais de mes mains, ou la direction que prennent mes pieds, ou éventuellement celle qu'elles ne prennent pas. Donc, suivant ce que je fais de ma vie, et si ce que je fais de ma vie est en désaccord avec ce qui est au fond de mon cœur, qu'est-ce qui se passe? Il se passe souvent quelque chose que l'on peut nommer comme un court-circuit. Et ce court-circuit entraîne un arc électrique qui va se propager sur un des organes de mon corps en relation avec le désaccord entre ce que je pense être bien ou mal, ce que je fais, et l'organe de mon corps qui est en relation avec ce mécanisme. Et ça me crée un déséquilibre qui m'entraîne soit dans un futur de peur, soit dans un passé de regret. C'est-à-dire qu'on a du passé, du présent et du futur qui sont souvent aussi liés à ces désaxements, à ces dysfonctionnements. Oui. Mais on ne peut pas écouter que son cœur. Et bien justement, pour la confiance en soi, on y verra, mais alors, ça fait partie de la suite. C'est un problème, on va le regarder. On va le regarder maintenant. On va le regarder maintenant. C'était pour après, mais on va le regarder de suite. En nous, donc comme on l'a vu, on peut décomposer l'être humain en deux, actif-passif. Mais après, on peut aller plus loin, on peut décomposer en trois. Ce trois serait par exemple l'intellect, le cœur, les émotions et le physique. Donc l'intellect, c'est en même temps le cartésianisme, la raison, tout ce qui est logique, tout ce qui est mathématique, tout ce qui est cadré. Le cœur, c'est les intuitions aussi, c'est les émotions, c'est l'amour. Le physique, c'est tout ce qui est charnel aussi, donc c'est aussi la sexualité, mais c'est aussi les finances, c'est aussi l'argent. Donc on peut se détailler, mais on peut s'apercevoir aussi que, on se rappelle que je l'ai mis dans une façon bloquée, pour vous expliquer les blocages. Donc ce que Alicia veut expliquer, c'est déjà les solutions. Donc on y vient
Si on veut, mais on va un peu vite. Donc par exemple, si moi, en tant qu'homme, je dis que j'aime une femme, je peux aimer une femme sachant que aimer c'est ici, mais en même temps aimer c'est ici, aimer c'est ici, aimer c'est ici. Pourquoi? Parce que à tous les endroits de mon corps, aussi bien intellectuellement que émotionnellement que physiquement, je peux aimer à différents niveaux. Le aimer ou le masculin ou le féminin n'est pas disposé plus à un endroit qu'un autre. Là, c'est symbolique pour expliquer où sont nos blocages. Mais en même temps, je peux aimer une femme pour un certain pourcentage de son intellect, pour un certain pourcentage de son cœur, pour un certain pourcentage de son physique. Donc on s'aperçoit que aimer, on le retrouve à tous les niveaux, de tous les lieux. Donc aimer n'est pas que ce que l'on entend. Donc ça, on y viendra au fur et à mesure. Mais pour l'instant, on regarde là où sont nos blocages. Donc pourquoi est-ce qu'on a une difficulté par rapport à l'estime de soi, par rapport à ce qu'on nous a appris? Si on va plus loin sur ce premier schéma, et que l'on dessine encore cette partie humaine qui a aussi bien une partie masculine qu'une partie féminine, donc une raison aussi et une intuition, comment est-ce que les enfants sont-ils éduqués? Quels sont les types de phrases destructives qu'ils reçoivent et qui les mettent en difficulté? Parce que tout le monde en connaît, donc vous allez pouvoir en donner, mais l'une des phrases par exemple, c'est « fais ce que je te dis, mais ne fais pas ce que je fais ». Ou alors, c'est un homme, eh bien un homme, ça ne pleure pas. Pourquoi? Parce que qui c'est qui pleure? C'est les filles. Sachant que les hommes entendent ça, mais les femmes entendent ça. Les femmes ont aussi 50% de masculin, comme les hommes ont 50% de féminin. Donc les femmes, on y viendra. C'est symbolique. Après, chaque personne a des détails différents. Voilà. Et chaque personne peut avoir plus de féminin, plus de masculin. Par exemple, vous avez raison, par exemple, un chef d'entrepreneur, homme ou femme, peut avoir de 8h du matin à 18h le soir, un côté très planifié, très organisé, très cadré, très fonctionnel, de 8h à 18h, et arriver le soir, chez lui, ou ailleurs, dans un autre contexte, dans d'autres horaires, ben, il n'est plus du tout organisé, il ne sait plus comment faire. Donc en fonction des heures, des moments, des lieux, des pays, des régions, des personnes que l'on a en face de soi ou pas, on peut réagir totalement d'une façon ou d'une autre. Donc avoir, en fonction des moments, plus de masculin, plus de féminin, en fonction de qui on a en face de soi, qui prend la relève, qui, si on a peur, si on n'a pas peur, si on est effacé ou si on ne l'est pas, si on veut prendre des vacances ou pas, on peut se ranger plus d'un côté ou plus de l'autre. Donc cet enfant, par exemple, lorsqu'un enfant voit ses parents ou ses référents, donc on a vu que l'enfant était beaucoup plus situé dans cette partie-là, et le parent est beaucoup plus situé dans cette partie-là, puisque le parent est comme un guide, donc c'est celui comme une étoile, comme un phare, c'est celui qui est plus haut, donc que l'enfant regarde de sa petite hauteur, qui regarde comme un guide. Et quand l'enfant voit ce qu'il aime, ça peut être ses parents, ses grands-parents, ses grands frères, ses grandes sœurs, ça peut être un dessin animé, ça peut être quelque chose qu'il ressent, ça peut être un animal, donc on va prendre simple, ses parents. Si cet enfant voit ses parents qu'il ressent et voit ses parents pleurer, hein, les deux ou un seul, triste, ben, cet enfant sent dans son cœur et dans ses tripes, cœur et tripes, quelque chose qui le broie. Il est enfant, il ne sait pas trop quoi, et il va voir les parents, il dit aux parents, qu'est-ce qu'il y a, il y a quelque chose qui ne va pas et tout, et les parents, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, mais non, tout va très bien, ne t'inquiète pas, tout va très bien. Donc l'enfant sent dans son cœur et dans ses tripes qu'il y a un problème, le parent lui dit non, tout va très bien, donc l'enfant qui aime énormément ses parents dit, ben, ce qu'il me dit est vrai, et ce que je sens dans mes tripes et dans mon cœur, dans mon intuition, c'est faux, donc je fais une croix dessus, et ainsi de suite. Donc c'est de cette façon-là qu'au fur et à mesure l'estime de soi est en grande partie, donc par rapport à cette forme d'éducation. Après, il y a d'autres façons encore qui font que d'autres éléments de la vie qui ont pu arriver et qui font que ça a pu être sur d'autres éléments. Mais déjà, ça, c'est par rapport à ce que la masse apprend, ce qu'on nous apprend dans la majorité des cas. Si on pousse un petit peu plus loin, donc elle permet aux individus d'avancer plus sainement dans la vie. C'est-à-dire que le fait d'avoir une structure, de recevoir une structure par rapport à nos référents, donc nos référents, ça peut être des parents, des grands-parents, des grands frères, des grandes sœurs, ça peut être un film, ça peut être un livre, ça peut être un dessin animé, ça peut être un voyage, c'est quelque chose que l'on aime souvent. Donc, en fonction de ce que l'on apprend, de la façon dont on nous le donne, on peut plus ou moins être serein ou plus ou moins avoir de l'estime de soi. Maintenant,
on a des référents que l'on aime, mais en plus de prendre ce que l'on aime, on prend inconsciemment ce que l'on n'aime pas. Ce qui fait que l'estime de soi peut être aussi en difficulté, parce qu'on peut avoir un référent quel qu'il soit, avoir une grande estime dans un certain domaine et beaucoup moins dans un autre domaine. Et suivant la créativité intrinsèque innée que l'on a, on peut être beaucoup plus en difficulté après dans sa vie si le référent nous a donné justement moins d'estime sur une certaine partie ou plus d'estime sur une autre qui ne nous correspond pas. Donc le côté serein de la vie peut venir de l'enfance, mais après peut venir de l'adolescence, peut aussi venir des rencontres que l'on a fait ultérieurement avec un premier partenaire, un deuxième partenaire, ou dans une première entreprise, dans une deuxième entreprise, ou dans des formations, et ainsi de suite. Donc il y a beaucoup d'éléments qui contribuent à cela. L'estime de soi, oser dire non. Alors pour oser dire non, c'est un petit peu simple à dire, mais je mettrai encore la chose plus simple en disant que pour savoir oser dire non, il faut savoir dire oui. Bizarre ça. Hein. Comment fait-on pour savoir dire non si et seulement si on sait dire oui? En fait, il faut juste regarder. On veut dire non à qui? Aux autres. Donc ça sous-entend qu'on doit dire oui à qui? À soi. Pour dire non aux autres, il faut savoir dire oui à soi. Et donc, comment fait-on et quand est-ce qu'on se dit oui? Donc, est-ce qu'on doit dire oui par rapport à des choses bassement matérielles? Certains, ça peut aider, ça peut être bien. D'autres, à tous les niveaux, émotionnel, intellectuel, spirituel. Mais généralement, on doit dire oui à sa créativité, à son cœur, à ses tripes, à ce qu'on aime le plus faire, à ce qu'on voudrait le plus faire, à ce à quoi on est le plus doué, ce qui nous passionne le plus. Même si ça change au fur et à mesure, même si ça s'affine au fur et à mesure, même si au fur et à mesure on voit des choses de plus en plus claires ou nettes, on doit dire oui à ce qui nous plaît. Et pour dire oui à ce qui nous plaît, un exemple, c'est de pouvoir prendre son agenda. Donc là, on est plus dans les solutions, on n'est pas trop dans les blocages, on est plus dans les solutions. Et puis, si je prends 2 jours de mon agenda, sur lesquels j'ai des journées, 6h, 7h, 8h, 9h, 10h, et ainsi de suite. Donc j'ai toutes mes journées de 6h, par exemple, à 22h, et puis le lundi, et puis le mardi, et ainsi de suite. Je dois mettre déjà dans mon agenda des moments sur lesquels je dois bloquer des temps pour moi. Et si possible, toute la semaine. Donc je le fais au crayon à papier pour commencer, parce que ce sont des prévisions méthodologiques, ce n'est pas des obligations non plus, on n'est pas sectaire, on n'est pas tranchant. Donc on prévoit 2. Et plus vous prévoyez des moments qui sont à vous, sachant qu'il y aura aussi d'autres moments de votre vie professionnelle, ou d'autres moments donc de votre vie familiale, aussi à mettre en compte, mais il ne faut pas oublier donc, vos moments personnels. Et le fait d'avoir prévu des moments personnels, ça évite, comme on a souvent l'habitude de faire, quand il y a un copain, une copine, un enfant, un parent qui appelle, on dit oui, comme ça, parce que on est souvent, dire oui comme ça, c'est souvent soit une éducation, soit un côté d'avoir un grand cœur, soit un côté plus extraverti, et on va beaucoup plus vers les autres que vers l'introversion, vers soi, et on s'oublie souvent dans notre façon de faire, et le fait de planifier, ça impose aussi d'avoir un planning ouvert toute la journée, et qu'au fur et à mesure, quand on reçoit un coup de fil, on puisse se référer à ce planning pour dire oui c'est possible, non c'est pas possible. Et vous verrez de temps en temps que quand vous dites non c'est pas possible, c'est-à-dire vous n'allez pas dire non c'est pas possible, vous allez dire oui c'est possible à telle date, telle heure. Vous verrez que l'autre, 9 fois sur 10, peut, dans les créneaux que vous pouvez. Et en même temps, souvent que ça l'arrange beaucoup plus que ça le dérange. Et que si vous aviez cédé au moment où vous lui avez dit oui sans regarder votre agenda, vous verriez avec le recul et dans le temps que c'était et un mauvais moment pour vous et un mauvais moment pour lui et qu'il aurait pu même dans le temps vous le reprocher. Vous verriez, ça se passe souvent comme ça. Donc, avec toutes ces analyses, ces observations au recul, vous voyez que si vous faites cette procédure, c'est assez simple pour dire non, si vous savez vous dire oui. Donc il faut prendre quand même quelques petites habitudes, c'est comme pour apprendre les tables d'addition, soustraction, multiplication, division. Si vous prenez certaines habitudes, une fois que vous avez appris vos tables d'addition, soustraction, multiplication, division, vous n'avez plus besoin de les apprendre, c'est fait, c'est acquis, et le mécanisme est intégré. Mais une fois que vous savez ça, vous pouvez passer aux classes supérieures et puis à apprendre d'autres choses, comme les racines et les matrices. Puis une fois que vous savez ça, vous pouvez passer à d'autres classes supérieures pour apprendre les intégrales et les dérivées, et ainsi de suite. Donc, la chose continue. C'est pas parce qu'on a appris à savoir dire oui et non que derrière, il n'y a pas encore quelque chose de plus grand et de plus beau. Donc, il faut commencer par le début et vous verrez qu'après, c'est de plus en plus simple.
On va regarder ça. Alors, une autre façon aussi de gagner de l'estime de soi, c'est de s'apercevoir comment fonctionne notre vie. C'est-à-dire que dans certaines éducations, comme on a pu le voir tout à l'heure, si je prends les résultats d'une enquête, par exemple, de psychologue, si je prends dans une famille dans laquelle il y a des parents qui sont fumeurs et qui expliquent à leurs enfants les avantages, les inconvénients de la cigarette. Et puis, on prend un deuxième type de population dans laquelle ce sont des familles, dans lesquelles il y a aussi des parents qui sont, eux, non-fumeurs et qui expliquent aussi à leurs enfants les avantages, les inconvénients de la cigarette. Et puis, le troisième type de population, ce sont des familles qui sont et fumeurs et non-fumeurs et qui, eux, n'expliquent pas les avantages et les inconvénients de la cigarette. Donc, quel type de population, celle-ci, celle-ci ou celle-ci, y aura-t-il des enfants plus fumeurs et d'autres moins fumeurs? Donc on s'aperçoit par rapport au sondage que... Alors, tout à fait. Donc déjà, ceux qui expliquent, ça sera déjà mieux. Et en même temps, ceux qui ne fument pas, ça sera encore beaucoup mieux. Donc, les troisièmes, ce seront tout à fait ceux qui n'expliquent pas. Donc l'explication est importante. Et l'exemple est aussi important. Ceux qui ne montrent pas l'exemple, donc fais ce que je dis et pas ce que je fais, ne sont pas en première ligne. Mais la première ligne, c'est vraiment l'explication. Donc, et puis vous n'avez qu'à voir pour vous-même tout ce que vos parents ont pu vous dire de positif ou de négatif. Donc on va dire positif. On s'en rappelle toute sa vie, quoi qu'il ait pu se passer. Et en fonction des événements et en fonction des situations. Mais pour la majorité, je parle toujours, la majorité, il y a toujours des exceptions qui confirment la règle. Et pour la majorité d'entre nous, tout ce qui a pu être dit positivement, même sous forme de parabole, même sous forme de fable, même sous forme de récitation, même sous forme de conte, ben, on a intégré d'une façon ou d'une autre dans des solutions que l'on met en place. Une autre... donc cet élément, je vous l'ai donné tout simplement parce que très souvent, on explique aux enfants uniquement le côté négatif de la cigarette. Donc on dit uniquement la cigarette ou n'importe quel autre problème. Donc là, je prends la cigarette, qui est beaucoup plus connue. C'est la cigarette, ça fait du mal pour telle raison. Donc l'enfant entend que ça. Et puis, en tant que référent, et donc par rapport à l'estime de soi, si l'enfant n'entend que ça, le jour où il essaye, pour X ou Y raison, la cigarette, il va s'apercevoir que la cigarette, c'est pas ça. Il va s'apercevoir que la cigarette, c'est rigolo, que c'est convivial, que ça détend, et ainsi de suite. Donc, il ne va pas du tout s'apercevoir que ça fait du mal, que ça tue, et ainsi de suite. Donc il va dire, mon parent il est complètement has-been, mon parent, je ne peux pas lui faire confiance. Et on a vu précédemment que le parent c'est quand même 50% de soi. C'est-à-dire que tout ce que l'on apprend c'est une partie de soi. Donc si le référent d'un seul coup est dévalorisé, ça veut dire qu'on se dévalorise 50% de soi. C'est la même chose entre deux partenaires, hommes et femmes. Si à un moment on dévalorise quelqu'un, c'est l'histoire de la poutre et de la paille, si on dévalorise quelqu'un, que l'on aime, son proche partenaire ou son enfant ou son parent, et que l'on aime, si on dévalorise cette personne, vu qu'elle fait par 50% de soi, parce qu'on vit souvent avec elle ou parce qu'on partage souvent les choses ensemble, en la dévalorisant, on se dévalorise soi-même. Et inversement, quand on valorise les gens autour de nous, plus on les valorise, plus on se valorise soi-même. C'est l'effet roue et boomerang qui agit aussi. Et on pourra donner plusieurs exemples dans lesquels ça se produit dans toutes les vies et chez tout le monde. Donc le côté dire que ce qui ne va pas n'aide pas à la confiance en soi. Il faut toujours, comme dans un bilan de comptabilité, on donne l'actif et le passif. On ne donne pas que ce qui nous arrange. On donne les deux. Si vous donnez que ce qui vous arrange, vous avez quelques temps après un coup de téléphone du fisc qui vous dit « il me manque des éléments ». Donc on doit pouvoir équilibrer les éléments, comme on l'a vu tout à l'heure, pour qu'on ait toute l'histoire. Si on n'a qu'une partie de l'histoire, on oriente pas correctement la chose. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut cacher des choses, mais ça veut dire qu'il faut donner toutes les parties positives, en même temps donner les parties négatives. Si je reprends encore une autre façon de dévalorisation de l'estime de soi dans notre éducation, et je prends une table familiale, sur laquelle on a quelqu'un, le parent, le père par exemple, qui est ici, et puis on a la mère qui est ici, et puis on peut avoir un enfant, 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants, et ainsi de suite. Dans l'éducation que l'on reçoit, on nous éduque en chargeant les assiettes.
on charge les assiettes. Pourquoi? Parce que le père doit beaucoup manger, parce qu'il travaille beaucoup, parce qu'il est fatigué, parce qu'il a besoin de prendre des forces, etc. Et je ne dis pas tout ce qu'il y a encore dans l'assiette qu'il faut obligatoirement manger pour avoir des forces. Et si le père doit beaucoup manger, avec tout ce qu'il doit y avoir dedans, ben, tout le monde doit aussi manger, surtout les enfants. D'accord? La mère, souvent, elle arrive à avoir un peu plus de poids, donc elle arrive à manger un peu moins. Mais si on ne prenait pas ce schéma qui nous est obligé, sur lequel on a des enfants qui sont complètement passifs, donc éduqués passivement, sans créativité, sans que soit pris en compte leur intuition. Et si je transformais donc cette table avec quelque chose qui serait plus intuitif pour tout le monde, et qu'éventuellement le père garderait sa surconsommation par rapport à l'éducation ancienne qu'il a reçue, la mère, c'est la consommation qu'il a besoin, et l'enfant qui soit proportionnel par rapport à sa taille et son âge ou ce qu'il veut manger. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un enfant se laisser mourir de faim, mais ça n'existe pas. C'est un petit peu comme l'histoire des chats dans les arbres, pour les pompiers. Est-ce que vous avez déjà vu un chat séché dans un arbre? Ça n'existe pas. C'est pareil. Donc les chats redescendent et les enfants mangent. Donc, si je transforme, maintenant, après on va revenir sur ce schéma, mais si je transforme cette table familiale en table amicale, et que je m'amuse à dessiner des assiettes sur lesquelles il n'y a que des amis, mais surtout ce qui m'intéresse le plus, c'est les verres. Cette fois-ci, c'est les verres qui m'intéressent. Et s'il y en a un qui aime bien l'alcool, d'accord, qui aime bien l'alcool, est-ce qu'il va boire tout seul ou est-ce qu'il va proposer à tout le monde? Donc généralement, il va proposer à tout le monde. Mais on imagine qu'il ne propose pas à tout le monde. D'accord? Et qu'il boit tout seul, sans proposer aux autres. Comment sera-t-il vu par les autres? Généreux. Exactement, donc il sera mal vu. Mais c'est la même chose dans cette assiette-là. S'il y en a un qui charge son assiette et les autres qui ont des petites assiettes, cette personne-là, elle se sent mal toute seule. Parce que généralement, on doit équilibrer, on doit aider, on doit faire consommer tout le monde, tel que soit. Donc celui-ci est plus en difficulté. Donc celui, même qui est le généreux, il préfère distribuer pour cacher sa problématique, quelle que soit, ou son plaisir, ou son bien-être. Donc il préfère distribuer son bien-être que le garder pour soi. Puisqu'en même temps, il invite, c'est bien pour donner du bien-être. Simplement, ça passe par l'alcool, la nourriture, la cigarette ou autre. Je prends des cas destructeurs, après je peux prendre des cas constructeurs, mais là on prend le côté qui diminue l'estime de soi. Si maintenant, donc dans cette assiette-là familiale, dans cette table familiale, le père qui mange beaucoup plus, se sent en difficulté comme l'hôte qui se servirait que lui. Puisqu'il invite les autres, il a besoin de distribuer. Donc le parent ici se sent en difficulté. Et qu'est-ce qu'il fait malgré lui, dans l'éducation qu'on a reçue, à cause de la guerre et ainsi de suite? Malgré lui, il charge les assiettes des autres. En faisant ça inconsciemment, qu'est-ce qu'il fait? En fait, il distribue ses charges, ses peurs, chez les autres. Donc inconsciemment, d'une part, il les rend passifs au lieu de les rendre actifs, c'est-à-dire au lieu de mettre un plat familial au milieu, et puis de faire que les enfants puissent se resservir au fur et à mesure, ou qu'on puisse les resservir, mais au lieu de les rendre actifs, il les rend passifs, et en même temps, il met à l'intérieur des assiettes ou de la vie des autres ses propres problématiques ou sa propre conception de vie, qui fait que on transmet comme ça, sans le vouloir, dans notre façon de faire, de parler, de penser, de comprendre, pareil que dans la prière, par action, par pensée, par parole, mais aussi par omission. Même dans ce qu'on ne fait pas, on transmet aux gens, aussi bien par nos actes, par nos non-actes, par nos dits que nos non-dits. On transmet tout ça. Donc ça, c'est aussi une façon où l'estime de soi n'est pas forcément donnée lors de notre éducation. Donc si on pousse un petit peu plus loin pour faire taire son jugement intérieur, pour savoir oser dire non, et on arriverait à quoi? On arriverait aussi à pouvoir s'observer, à pouvoir s'étudier, et si on fait un petit diagramme sur lequel on verrait que dans notre vie, à certains moments tout va bien, tout va bien, tout va bien, et puis au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? Tout va mal. Ça redégringole. Ça peut être physiquement, ça peut être émotionnellement, ça peut être intellectuellement, ça peut être spirituellement. Donc physiquement, ça peut être aussi bien
son physique, ça peut être ses finances, ça peut être sa maison, ça peut être ses factures, ainsi de suite. Émotionnellement, ça peut être son amour, ça peut être son travail que l'on aime, ça peut être son enfant que l'on aime, et ainsi de suite. Donc souvent, on ne nous éduque pas à regarder justement qu'est-ce qui se passe dans notre vie, et au bout d'un moment, on est dans un creux de vague, parce qu'on arrive au fond de la vague, et puis on se dit tout va mal, et on ne sait pas pourquoi. Donc on se dit c'est à cause de ce qui se passait juste avant. Mais en fait, souvent, on ne remonte pas assez loin, c'est-à-dire qu'on devrait se dire tout allait bien, et depuis quand tout va mal. Donc on devrait regarder ce qui s'est passé à un certain moment dans sa vie, pour savoir ce qui s'est mal passé. Ce qui fait que on n'accuse plus Pierre, Paul, Joël, ou même soi-même, mais on va voir vraiment où est l'essentiel. Donc pour ça, il faut aussi avoir des petits exercices, des petits outils, pour regarder tout va bien, et depuis quand tout va mal. Et ça, on peut le faire à différents niveaux de sa vie, et puis à différents endroits de sa vie, que ce soit dans sa famille, dans son travail, dans ce que l'on aime, dans sa créativité, que ce soit la semaine ou le week-end, regarder ce qui se passe. Et de la même façon, inversement, tout va mal, tout va mal, tout va mal, et puis à un moment, après la pluie, qu'est-ce qui se passe? Il se passe le beau temps, tout va bien. Et au bout d'un moment, on se dit, tiens, tout va bien, j'ai réussi à faire plein de choses, et puis on pense que c'est à cause de ça, à cause de ça, à cause de ça, et puis souvent, non, on n'est pas assez allé loin pour voir que c'était à cause de cet élément-là. Donc pour remonter l'estime de soi, il faut aussi savoir qu'est-ce qui nous a fait du bien tout au long de notre vie, et qu'est-ce qui nous a aidé à remonter. Donc quand on est dans des creux de vague, qu'est-ce qui nous aide à remonter? Souvent, les gens mettent en place, donc ici on a des creux de vague que l'on voit, donc si je les accentue, ces creux de vague, et si... quand les gens sont dans des creux de vague ici, par exemple, est-ce que généralement les gens ont envie de continuer à chuter? Généralement non. Est-ce qu'ils ont envie de stagner? Généralement non. Ils ont envie de remonter. Et quand ils ont envie de remonter, ils sont comparables à une montgolfière qui a besoin de mettre les gaz pour remonter. Mais elle doit aussi couper des amarres et aussi larguer des sables, des sacs de sable qui sont tout le tour de la montgolfière. Et ces sacs sont souvent ce qu'on a chargé dans sa vie quand tout allait bien, quand on pensait que tout était positif, l'amour rendant aveugle. On a chargé tellement de choses qui fait qu'au bout d'un certain moment, ça a été tellement lourd qu'on s'est retrouvé au fond. Et quand on est au fond, quel que soit le fond, si vous vous rappelez à certaines années, il y a longtemps, il y a 20 ou 30 ans, il existait les biorhythmes. Donc les biorhythmes sont des éléments physiques, émotionnels, intellectuels, spirituels, de la même façon, donc qui sont représentés sous forme de vagues, et qui fait qu'on a une vague physique, et puis on a une vague, par exemple, émotionnelle, qui n'ont pas tout le temps la même vibration, et puis on a une vague intellect, et ainsi de suite. Donc des fois, on a 3 vagues qui peuvent se raccorder au même moment, soit dans la chute, soit dans le sommet, ou des fois 2 en bas et puis 1 en haut, qui fait qu'on est plus ou moins bas ou plus ou moins haut, en fonction de nos différents niveaux. Donc si on revient sur cet exemple ici, lorsque les gens sont souvent en difficulté, inconsciemment, ils mettent en place différents systèmes, sans le vouloir, qui sont à peu près identiques chez tout le monde. Donc la première des choses, c'est qu'ils font par exemple un grand nettoyage dans leur maison. Ils jettent tout ce qui leur sert à rien dans leur maison, dans leur voiture, tout ce qu'ils sont chargés pour faire plaisir à Pierre, pour Jacques, y compris à eux-mêmes, tout ce qui est pensé être bien. Ils font un grand tri dans leurs amis, ils virent tous les amis sont dessus, ils en gardent 1 ou 2, éventuellement quand il en reste 1 ou 2, mais ils font un grand tri chez eux. Ils vont même au coiffeur se faire couper les cheveux, symboliquement c'est s'alléger physiquement et larguer les sacs. Ils continuent éventuellement en faisant du sport ou en faisant des formations, et puis ainsi de suite en fonction des spécificités de chacun. Si ces gens font ceci intuitivement, ils doivent le garder à la remontée. Mais souvent, à la remontée, quand tout va bien, donc dans cette zone-là, quand tout va bien, ils oublient tout ça. Et vu qu'ils oublient, ils continuent à faire du yo-yo, et puis à subir ces grosses vagues. Mais si ils décident au bout de X vagues de conserver les bonnes résolutions, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ils vont monter moins haut. Montant moins haut, par effet rebond, ils vont descendre moins bas. Et si dans le prochain creux, ils décident de faire l'étude pareille de ce qui ne va pas, et de faire un grand nettoyage, et de conserver tout ce qu'ils ont mis en place avant et maintenant, alors, par rapport à cette ligne-là, ils vont monter encore moins haut et descendre moins bas, et ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'ils aient tout nettoyé, tout rangé, jusqu'à ce que ça soit beaucoup plus calme, qu'ils ne subissent plus leurs problématiques. C'est-à-dire qu'il ne faut pas monter très haut, ne pas avoir d'objectifs hors d'atteinte, etc. Non, ça veut dire que les objectifs, au contraire, doivent être très hauts, on va regarder. Mais là, c'est plus dans les destructeurs, dans les côtés de destruction. Donc on nettoie la destruction. Alors pourquoi on nettoie la destruction? Tout simplement parce que
Si par exemple j'ai un terrain sur lequel il y a un terrain beaucoup plus solide d'un côté et puis un terrain beaucoup moins solide, donc ce sont mes qualités et mes défauts, donc j'ai des endroits plus solides et des endroits moins solides, donc qualité et défaut. Si sur ce terrain je décide de monter un bâtiment qui fait un étage, ben, le terrain il tient sans aucun problème. S'il fait 2 étages, il commence peut-être à se fissurer. S'il fait 3 étages, on a une fissure franche, et puis si je veux insister à monter, il ne va pas tarder à s'effondrer du côté où le terrain est faible. Ça veut dire que si j'ai des défauts, et que je veux justement un objectif haut, et que je fais tout ce qu'il faut pour, grâce à mon estime, monter dans cette estime haut, au fur et à mesure que je vais monter, je vais m'effondrer. Parce que j'ai des fondations qui ont des difficultés. Parce que quand on monte ses qualités, ses défauts à la fois. On monte tout. Donc, si on peut identifier ses défauts pour éviter de continuer à y jouer dedans, tel qu'on le fait là, parce que c'est ce qu'on fait tout le temps, si je nettoie ça, je change mes fondations, je change mon terrain, je mets des pieux, je mets des éléments qui font que je ne joue plus dans les côtés destructeurs. Donc, au contraire, je vais beaucoup plus vite vers mon objectif qui est ici, on verra comment et pourquoi, mais je vais beaucoup plus vers cet objectif. Par contre, j'arrête de faire du yo-yo avec mes côtés destructeurs. Donc au contraire, au lieu de prendre ce qu'on appelle en alchimie la voie humide, je prends ce que l'on connaît aussi en alchimie, qui est la voie sèche, qui est la plus rapide, qui est celle-ci, la voie horizontale, sur ce dessin. Maintenant, certaines personnes disent « Oui, moi c'est bien, mais avoir une vie plate et monotone comme ça, ça ne me plaît pas. Moi je préfère quand ça bouge, quand c'est trépidant et tout. » Je leur dis « Il n'y a aucun problème. Si vous faites un zoom là-dessus, qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir ceci. À une autre échelle, comme on a pu le voir tout à l'heure, plus vous montez et plus vous avez d'autres niveaux qui sont proportionnellement pareils. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme on le connaît en alchimie, c'est-à-dire que le sommet d'une pyramide est la base d'une autre, et ainsi de suite. C'est-à-dire que quand on est arrivé au sommet de quelque chose, ben on a autre chose à faire. C'est pour ça que dans la philosophie ou dans les religions, il est marqué que les premiers seront les derniers. Parce qu'on atteint toujours un autre niveau à faire évoluer. Donc, lorsqu'on est ici, si je suis par exemple un élève de 6e, et que je suis ici, et que je vois les élèves de terminale ici, ces élèves de terminale, ils ont quoi? Ils ont énormément de liberté, ils ont énormément de temps de libre. Et moi, je vois que j'ai aucun temps de libre, alors que les autres en ont plein. Ben, moi, oui, je veux être en terminale pour avoir tout ce temps libre. Mais je m'aperçois qu'en terminale, c'est tout aussi compliqué qu'en 6e. C'est proportionnellement pareil. Donc, ces vagues existent aussi, mais avec beaucoup plus d'indépendance. C'est-à-dire que plus je progresse, et plus j'ai de l'indépendance, moins j'ai de connaissances et plus je suis dépendant. Donc souvent, la connaissance amène à l'indépendance. Si on le ferait différemment, donc pour croire en soi justement, si on le fait différemment, je vais le dessiner un peu plus bas. C'est pas ça. Ça ne veut pas dire qu'on doit absolument faire des études, mais si on peut écouter son intuition et sa philosophie ou sa créativité, il n'y a aucun problème, on n'est pas obligé de faire des études, mais pour la majorité d'entre nous, même pour les gens créatifs, on apprend malgré nous, mais plus on a de connaissances, soit intuitives, soit théoriques, et plus on arrive à dépasser les problématiques. Il y a longtemps, les gens pensaient que la Terre était plate. Et ils avaient peur de quoi? Ils avaient peur de tomber. Un jour, il y en a un qui leur a dit « Ne vous inquiétez pas, la Terre elle est ronde. Vous n'avez rien à craindre. » Celui-là, on lui a fait quoi? On l'a enfermé toute sa vie. Parce que ça allait contre les idées du moment. Les gens ont mis 5 siècles pour comprendre que la Terre était ronde du côté occidental. Oriental, ils le savaient. Donc, les gens avaient peur, mais grâce à la connaissance, 5 siècles après, la peur a disparu. Donc les gens ont pu commencer à voyager d'un continent à l'autre. Mais en voyageant d'un continent à l'autre, ils ont rencontré des gens de différentes couleurs, des gens transparents, des gens invisibles, des gens habillés, des gens en armure, des gens nus, des gens différents. Donc ils ont eu peur. Ils ont encore eu peur. Mais une fois qu'ils les ont connus, de différentes façons, leur peur a disparu. Donc on s'aperçoit que la connaissance enlève les peurs, que les peurs viennent de l'ignorance, et ça sous-entend aussi que les peurs n'ont jamais existé, que nous les créons nous-mêmes. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'on a une contraction en nous, quelque chose qui nous contracte, qui ne nous fait pas de bien, c'est qu'on n'a pas tous les éléments, on n'a pas toutes les informations
où on nous a donné les mauvaises informations, ou, et ainsi de suite. Ou ce que l'on comprend n'est pas la bonne façon, ou ce qu'on veut nous faire comprendre des vessies pour des lanternes. Et ainsi de suite. Donc, si je vais plus loin, et si je dis que vous êtes actuellement à cette époque-là, et que vous avez tous les moyens d'aujourd'hui pour faire comprendre à ces gens-là que la Terre est ronde. Quel moyen le plus efficace emploierez-vous aujourd'hui pour leur faire comprendre que la Terre est ronde? Alors, le moyen le plus efficace, parce que si vous leur montrez tout ça sur Internet, ils vont vous mettre de suite sur le bûcher, à cette époque-là. Voilà, vous les emmenez dans l'espace, sur la Lune. Et vous allez leur montrer qu'en prenant du recul et de la distance, je fais ça exprès parce qu'on sait que prendre du recul et de la distance permet justement attendre que, après la pluie le beau temps, donc c'est prendre du temps, se mettre dans un coin et attendre que ça passe, c'est la même chose. Prendre du recul et de la distance, comme quand on est enfant et qu'on nous dit relis ta question, c'est prendre du temps et de la distance. Souvent on commence l'exercice sans l'avoir relu. Pourquoi est-ce qu'on dit relis ta question, d'après vous? Pourquoi on insiste en disant relis ta question? Oui, se donner le temps de réflexion. Mais c'est surtout que si on la relit une fois, 2 fois, 100 fois, 1000 fois, on n'a pas fait l'exercice parce qu'on ne l'a pas appris, mais si vous le faites, vous verrez, c'est hyper simple. Et exercice après exercice, ça vient tout seul. C'est que s'il n'y a pas la réponse dans la question, ça ne marche pas. C'est que la réponse est dans la question. C'est pour ça qu'on nous dit de relire 10 fois. Et plus on arrive à relire 10 fois la question, et plus on comprend le fil, inconsciemment, le fil conducteur de la question. Et si il y a des exercices sur lesquels ça ne fonctionne pas, parce qu'il n'y a pas la réponse. Mais vous pouvez l'essayer, c'est-à-dire exercice après exercice, même s'il y a certains exercices qu'on ne comprend pas, quand vous avez la solution, vous refaites 10 fois la question, même sans comprendre, au bout de 10 exercices, au 10e, vous comprenez la première, au 11e, vous comprenez les 3 premières, au 12e, vous comprenez les 5 suivantes. Parce qu'il y a des mécanismes qui se mettent en place, avec le temps, le recul et les essais, qui aident à ça. Donc ici, on s'arrête pour l'instant au recul et à la distance. Mais en même temps, les plus obtus, les gens les plus obtus vont vous dire ben non, la Terre, elle est plate, mais en forme de disque. Donc cela, vous allez leur dire ouais, je suis d'accord, on va prendre en plus du temps. On va s'asseoir et on va attendre. Et en attendant, on va voir la Terre tourner. Donc une façon justement d'avoir encore plus de confiance en soi, c'est d'apprendre à prendre du recul, du temps et de la distance pour voir les choses changer autour de soi, parce que les choses changent, c'est-à-dire que ce qu'on dit est vrai aujourd'hui ne l'est plus demain, c'est-à-dire que ça a évolué, on a une meilleure connaissance des choses, une meilleure conscience, et on ne voit plus les choses de la même façon. Donc ça aide beaucoup à aller plus loin par rapport à tous ces points-là. Alors, croire en soi, par rapport aussi à certaines vies, par exemple, on a certains mécanismes en nous. Si je prends un mécanisme entre autres, c'est que une fois j'ai une patiente, une femme qui est venue me voir et qui m'a dit j'étais avec un homme avec lequel je ne suis plus, ça n'a pas fonctionné. Cet homme, au niveau intellect, mathématiques, logique, spiritualité, était assez nul, 0 sur 20. Au niveau cœur, sentiment, tendresse, il était aussi assez nul, 0 sur 20. Et au niveau physique, sport, sexualité, finance, là il était très fort, 20 sur 20. Mais au bout d'un moment, ça n'a plus fonctionné et puis j'ai pas pu rester avec. Et alors je lui ai demandé, elle m'a posé la question plutôt, pourquoi est-ce que j'ai rencontré un homme comme ça? Donc je vous pose la même question. Pourquoi cette femme a pu rencontrer un homme comme ça à ce moment-là? C'était le Xème, mais ça peut être le premier. Généralement c'est le Xème, mais ça peut être le premier. Oui, il y a souvent plusieurs raisons, mais la raison qui revient le plus souvent est la suivante. C'est que la rencontre, l'homme précédent qu'elle avait, était l'inverse. C'est-à-dire qu'au niveau intellect, mathématiques, logique, spiritualité, il avait 20 sur 20. Au niveau cœur, sentiment, tendresse, amour, il avait 20 sur 20. Au niveau physique, sport, sexualité, finance, il avait 0 sur 20. Donc ce qui n'allait pas pour elle dans ce couple, c'est cet élément-là. Et elle était tellement obnubilée par cet élément-là qu'elle est allée chercher ce qui lui manquait, en oubliant ce qu'elle avait. Et c'est quelque chose que l'on fait tout le temps, depuis qu'on est enfant, parce qu'on nous dit toujours, regarde la maison du voisin, la femme du voisin, la voiture du voisin et l'entreprise du voisin. Donc on nous montre toujours ce que l'on n'a pas, plutôt de regarder ce que l'on a. Et donc toute sa vie, au lieu de croire dans ce que l'on a, et que même s'il y a une partie manquante, on peut la faire évoluer, il y a des systèmes pour faire évoluer, donc on fait du yo-yo, donc on part d'un extrême à l'autre, et on fait du yo-yo toujours en basculant d'un côté à l'autre, ce qui fait que c'est beaucoup moins facile et beaucoup plus difficile.
Alors, savoir s'aimer pour être heureux. Donc, pour avoir les trois, confiance en soi ou homme? Oui, mais pour avoir les trois en soi ou chez l'autre? Alors ici, aujourd'hui, c'est que en soi. Donc on va continuer en soi. Alors savoir s'aimer pour être heureux, donc d'une part, c'est tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est la valorisation de la vie. C'est-à-dire que si du matin au soir, en se levant le matin, on trouve qu'il fait gris et que c'est pas rigolo, ou on trouve que les couleurs sont pas belles, ou on trouve que Pierre-Paul Jacques, ça va pas, ben, la confiance en soi, elle n'est pas là, c'est pas possible. Parce que l'autre est la moitié de soi, quel que soit l'autre, que ce soit le temps, que ce soit la voiture, que ce soit l'appartement, que ce soit le travail ou autre. C'est une partie de soi. Donc si, seconde après seconde, minute après minute, heure par heure, on a un taux de phrases négatives dans la vie, envers soi ou envers la vie, on a beaucoup moins confiance en soi, parce qu'on parle des énergies négatives plutôt que des énergies positives, donc constructives. Donc les éléments sont beaucoup plus difficiles. Oui, pourquoi? Parce qu'au-dessus des nuages, il y a toujours le soleil. Mais Ça, c'est la méthode. oui, si, mais la méthode Coué fonctionne aussi. Donc ce que je veux dire, c'est que pour manger, lorsque vous faites un repas, est-ce que vous mettez qu'une seule chose dans votre assiette? Vous mettez plusieurs éléments. Et jour après jour, vous changez en plus les éléments. Vous ne mangez jamais la même chose très souvent. Donc jour après jour, vous changez les éléments. Donc la méthode Coué a aussi une partie de sa méthode qui fonctionne très bien. Mais il ne faut pas faire que avec la méthode Coué, il faut faire avec plusieurs méthodes. Dans le jeu aussi. On parle que des côtés constructeurs. Alors ici, comme on l'a vu tout à l'heure, on regarde que ce qui fonctionne, pas ce qui ne fonctionne pas. Mais je suis d'accord avec vous que un couteau, ça a été inventé pour couper, il y en a qui s'en servent pour tuer. D'accord. Mais on n'est pas là pour ça, parce que ça, tout le monde le sait. Mais vous avez tout à fait raison. Alors, toujours savoir s'aimer pour être heureux, c'est donc aussi une hygiène de vie, qu'elle soit physique, la même chose que se laver les dents, la même chose que se lever tôt, ou se coucher tôt. C'est-à-dire que si vous inversez vos rythmes de vie, et que si vous vivez la nuit, vous dormez le jour, il y a certaines personnes exceptionnelles qui peuvent le faire, mais la majorité des gens, s'ils font ça, ils ne vont pas aller loin. Et en même temps, ils vont vraiment dégrader leur santé. Et que ce soit physique, émotionnelle, intellectuelle ou spirituelle, il y a besoin d'avoir une hygiène physique, émotionnelle, intellectuelle ou spirituelle assez positive, et justement, pas toucher à des dogmes ou à des choses sectaires ou restreintes, qui font que on est plus bloqué, on est moins dans la créativité, sans le vouloir. Alors, Les choses spirituelles paraissent déterminantes dans le propos. et à 4 niveaux. J'ai toujours dit physique, émotionnel, intellectuel et spirituel. Donc, c'est un élément constitutif Oui. incontournable selon vous Non, c'est pas incontournable. Pourquoi? Parce que pour que vous puissiez aller manger dans un restaurant et avoir une assiette devant vous, vous devez avoir toute la chaîne. Donc y compris celui qui va acheter le matin les légumes, y compris celui qui va les éplucher, y compris celui qui va les faire cuire, etc. Donc on a besoin de tous ces éléments, mais pour manger, on n'est pas forcément obligé de savoir tout ce qui s'est passé avant. Pour conduire une voiture, c'est pareil, on n'est pas obligé de savoir comment elle fonctionne. La dimension spirituelle, parce que vous dites, Mais justement, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin forcément d'avoir la dimension spirituelle là-dedans, puisque ce ne sont que des choses pratiques. Donc, tout à fait. Mais on y reviendra après, puisqu'on a dit qu'on montait niveau par niveau. Mais après, on peut attaquer le côté spirituel par rapport à la confiance en soi, puisque, par exemple, c'est une bonne question, c'est les gens qui sont des physiciens ou des mathématiciens, enfin des gens qui font des expériences et qui créent qui cherchent des vaccins ou autres, enfin qui cherchent dans le monde invisible certains éléments, au bout d'un moment, beaucoup d'ingénieurs ou de savants, au bout d'un moment, sont des gens très cartésiens, très mathématiques, très logiques, sans aucune foi, sans arriver à la foi au bout de l'expérience en disant si ça existe, c'est qu'il y a quelque chose de plus grand, par exemple. Donc certaines personnes peuvent arriver à la spiritualité par le monde matériel, et inversement, d'autres personnes peuvent être tout à fait spirituelles et puis un jour décrocher et se contenter de tout ce qui est matériel. C'est très bien aussi. Donc, comme on a pu le voir sur ce schéma-ci avant, celui-ci, c'est-à-dire que il y a plein de chemins. Il y a le chemin qui est ici, le plus large. Il y a d'autres chemins qui peuvent être avec d'autres sinusoïdes, et vous avez tous les chemins intermédiaires, y compris le plat,
et toutes les autres multitudes. Mais tous les chemins mènent à Rome. Donc qu'on prenne un chemin matériel, émotionnel, intellectuel, spirituel, ou un certain degré ou plus d'un côté ou de l'autre, tout le monde y arrive. Donc chacun peut faire d'une façon différente. Alors toujours savoir s'aimer, on a vu certains éléments là-dessus. On peut pousser un peu plus loin, c'est-à-dire que dans certaines relations, par exemple, on a souvent des différences, comme on a vu tout à l'heure, de 8h à 18h, de 18h à 8h. On peut être soit actif, soit passif. Donc je dirais que quand on est plus actif, ou passif plutôt, sur un 0 sur 10 par exemple, quelqu'un de passif dans la société, on appelle quelqu'un qui a plutôt de tension. Donc on va prendre cette phrase du peuple, parce que j'aime beaucoup prendre cela, parce que c'est assez imagé, de tension. Et on va dire que dans ce couple, il y a quelqu'un qui a plus d'énergie, qui a 8 de tension, en fonction de certaines horaires et lieux et autres. Et on va prendre deux situations, une situation A et une situation B. Dans ces deux situations, A et B, dans la première A, cette personne-là a 8 de tension, donc elle est à ce niveau-là, mais celle qui est en dessous se sent distancée, elle se sent seule, elle se sent lâchée, elle se sent perdue. Donc, que fait souvent cette personne ici qui a 2 de tension quand elle se sent seule, perdue, lâchée? Elle se met en système victimisation et elle ramène l'autre près de soi, 9 fois sur 10. C'est-à-dire que l'autre retourne dans son giron et retourne pour l'aider ou pour la plaindre ou pour X ou Y raison, pouvoir l'aider parce que l'autre se sent seul. Donc, dans ce système-là, sur lequel on va retrouver encore nos vagues, entre la situation A et la situation B, quelle est la meilleure des deux situations, est-ce A ou B, pour les deux personnes à la fois? Est-ce A qui est mieux pour les deux ou est-ce B qui est mieux pour les deux? Tout est discutable parce que tout est changeant. Mais si on fait une photo à ce niveau-là, on s'aperçoit que A est mieux que B. Pourquoi? Parce que dans A, on a un référent, on a un guide, on a une étoile, on a quelqu'un qui a la tête hors de l'eau, qui n'est pas dans des eaux saumâtres, ici, saumâtres de somatisation aussi. Et en même temps, ici j'ai un couple qui a 8 et 2, 10 d'énergie, et ici j'ai un couple qui a 2 et 1, 3 d'énergie. Donc la solution A est souvent meilleure, dans la majorité des cas. Maintenant, il y a toujours des descriptions sur lesquelles on doit se mettre au niveau des autres, mais dans la majorité des cas, je parle toujours du côté destructeur, attention. Souvent les gens se mettent dans la situation B en se coupant un bras, en se coupant une main, en se coupant sa créativité. Je ne parle pas du côté constructeur. Aucun problème côté constructeur. Je parle que du côté où on se renie, où on s'enlève une partie de soi. Justement, c'est oui. Quand on est tiré vers le haut, tiré vers le bas, c'est ça. Oui. Il y a des gens qui sont hauts et qui tirent les gens vers le haut aussi. Oui. Ils ne sont pas obligatoirement obligés de descendre. Non, mais tout à fait d'accord. Normalement, le mieux, c'est de pouvoir garder sa créativité et d'élever les autres, ce que l'on fait dans oui, il y aura différents... des influences, bien évidemment, pour... Si la personne est assez forte, il faut rester en haut, il peut la tirer... C'est ce qui se passe très souvent. Et si je vais plus loin, d'ailleurs, si vous analysez les couples ou même votre propre vie, et que je dis que, par exemple, il y a deux personnes, une personne A et puis une personne B, et puis que dans ce couple-là, il y a B qui est, par exemple, le moteur, qui tire l'autre vers le haut, et si, au bout d'un certain moment, c'est toujours le même qui tire, donc la personne risque de s'essouffler, parce que 24 sur 24, il n'y en a qu'une. Si, par contre, il y a des rotations, c'est plus facile. On s'aperçoit de quoi? S'il y a une séparation, au bout d'un moment, c'est-à-dire si la personne B ne veut plus tirer, si elle décide d'arrêter là son tractage et de se séparer, ce qui se passe, c'est que l'influence continue. Donc A, grâce à l'influence de B, va dans le temps se retrouver ici. Si on continue, aidez-vous. B va se... alors A, c'est 1, voilà. A va se retrouver ici. B va se retrouver ici. Qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va s'apercevoir que A va rencontrer dans le temps une autre personne C qui va faire subir à A ce que A a fait subir à B. Et B, de la même façon, va rencontrer quelqu'un d'autre, donc une autre personne, qui va lui faire subir ce qu'il a fait subir à l'autre. Et on s'aperçoit, c'est ce qu'on a vu l'histoire du yo-yo de tout à l'heure. Donc, c'est pas un problème, mais il faut que ce soit, si on le voit différemment, et si je le mets ici, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est à la fois actif et passif. Et si je dessine par exemple une planche avec un clou, avec une massette et puis un manche, et puis une main et puis un bras, on peut s'apercevoir par exemple que la planche,
par rapport au clou, ici est passive et le clou est actif. Et si je prends la massette par rapport au clou, on s'aperçoit que le clou lui devient passif et que la masse devient active. Et si je prends le manche par rapport à la massette, on s'aperçoit que la massette est passive et que le manche est actif. Et ainsi de suite. Donc niveau par niveau, degré par degré, on s'aperçoit que donc, le manche est passif et la main est active. Donc on s'aperçoit que si on fait un zoom, ben, le clou est actif et passif, la massette est active et passif, le manche est actif et passif, à tout instant on est actif et passif. Donc on n'est ni l'un ni l'autre, mais on est tout le temps les deux à la fois. Par contre, si dans une situation on est vraiment plus l'un que l'autre, et définitivement que l'un que l'autre, dans certaines heures où si c'est trop long, c'est un petit peu la même chose si une personne reste malade très longtemps, elle va être en difficulté, elle, et mettre son entourage en difficulté. Si une personne reste étudiante toute sa vie, elle risque de se mettre en difficulté, elle, et puis tout le monde autour d'elle. Si une femme reste enceinte toute sa vie, elle va se mettre en difficulté, elle, plus tous les autres. Donc il y a quand même des choses qui font que... donc c'est important de pouvoir polariser et de pouvoir jouer dans les deux cas, sauf exception. Il y a toujours des exceptions qui confirment la règle et qui fait que tout ce que je dis est totalement faux, mais c'est des rares exceptions. C'est-à-dire c'est pas faux, c'est complémentaire. Donc c'est bien de pouvoir avancer là-dessus. Et si je pousse un peu plus loin là-dessus, eh ben, je remets une échelle pareille de temps et de valeur, et il y a une limite, par exemple, en dessous de laquelle on ne peut pas aller plus bas, sinon c'est le décès, c'est le suicide. Et j'ai deux personnes, une personne A et une personne B. J'en ai une qui a des tendances justement à se dévaloriser et éventuellement des tendances suicidaires. Et la personne B l'accompagne souvent pour essayer de l'en sortir. Mais la personne B est un peu plus mathématique. Elle se dit, si je continue, qu'est-ce qui se passe? On perd deux personnes. Elle se dit, au lieu d'en perdre deux, on va en perdre qu'une seule. Donc je décide de remonter. Hein, sauf qu'il peut. Et qu'est-ce qui se passe 9 fois sur 10? Le deuxième, il continue. Hein, il remonte. Il suit son étoile. 9 fois sur 10, une fois sur 10, l'autre, il coule. Sa vie, c'est aussi, on n'est pas responsable de tout. Après, il faut détailler. Mais si vous montrez l'exemple de l'accompagnement, autant le montrer dans l'autre sens. Et les enquêtes démontrent que ça fonctionne comme ça. Donc, le but, c'est pas d'être égoïste ni distant, c'est simplement de savoir comment fonctionne. Oui, ceci. Mais cet instinct de survie, au lieu de le faire au dernier moment, il faut le faire au premier moment. C'est un peu la même chose que l'autre exemple que je vous donne, c'est que vous avez deux partenaires. Il y en a un qui dit je veux un enfant, je veux un enfant, je veux un enfant, l'autre il dit non, je veux pas d'enfant. Je veux un enfant, je veux un enfant, non. Des semaines, des mois, des années, je veux un enfant, je veux un enfant, non. Au bout d'un moment, celui qui veut un enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va. L'autre, qu'est-ce qu'il dit? Il dit stop, allez on en fait un. Qu'est-ce qu'il répond l'autre? Non, j'en veux plus. Non, c'est trop tard. Ok. Donc au lieu d'attendre la situation problématique, on la prend, on la met au début. Comme ça, on n'a pas attendu 10 ans si l'autre dit non, j'en veux pas. Si j'ai pas compris, si j'ai pas entendu, parce qu'il a peut-être dit dès le début j'ai pas entendu, ou je pensais qu'il allait changer d'avis. Et en même temps, si jamais l'autre veut vraiment un enfant aussi, qu'il n'a pas... Il faudra bien qu'il y en ait un qui cède alors dans l'histoire. C'est pas céder, c'est toujours un travail commun, donc on ne cède pas, on avance ensemble. Donc dans le deuxième cas, c'est que si la personne veut un enfant, il y a assez d'amour pour continuer. Mais si on attend la fin pour dire ce que l'on est ou ce que l'on veut, on va souvent au clash. Donc c'est aussi ça, trouver sa place parmi les autres. Donc l'hyperdépendance, c'est un petit peu la même chose, c'est qu'on est éduqué dans des côtés de dépendance, on est éduqué dans des dépendances soit physiques, soit émotionnelles, soit intellectuelles, soit spirituelles, à différents degrés. On est éduqué avec on a besoin de l'autre. Mais si dans un couple, il y en a un qui disparaît et tout s'effondre, ça veut dire que c'est pas un couple, c'est une personne. Donc il faut que, quel que soit le couple, s'il y en a un qui disparaît, il faut que tout puisse continuer à fonctionner. Sinon, c'est qu'il y en a un qui est vraiment, qui rend dépendant tout le monde. Donc il faut pouvoir, c'est la même chose dans l'éducation d'un enfant. Si vous rendez l'enfant dépendant, comment il va-t-il faire pour voyager, pour travailler à l'étranger, et ainsi de suite. Ça va un petit peu l'encontre de ce que j'ai début, savoir que on fait 50% sur le même, 50% de l'autre. Donc si une personne disparaît, il ne reste que 50% de chacune des deux personnes dans la seule entité qui reste. Donc tout assumer, je veux dire, selon les principes qu'on propose, ça me paraît un peu insupportable. Lorsqu'on justement on fait de la façon constructive et que l'on donne, on est là, qu'on reçoit une éducation constructive, d'accord, pas destructive.
donc à 100% constructive. On reçoit c'est idéalisé, mais je l'ai mis en première phrase, on est là pour comprendre que tout est possible. Et donc ça veut dire que si je donne une éducation, même que je le veuille ou non, mais on va prendre l'hypothèse qu'elle est 100% bonne, je donne l'indépendance à tout le monde autour de moi. Que ce soit une indépendance affective, politique, financière, émotionnelle, éducative, et ainsi de suite. Mais si je transmets à mon enfant le fait que si tu pars à l'étranger, je vais avoir peur de ce qui t'arrive. Si tu pars à l'étranger, je vais avoir peur d'être seul. Si tu pars à l'étranger, comment tu vas te débrouiller, etc. L'enfant aura moins d'indépendance. Après, l'important c'est de lui donner les indépendances. Après, il part ou il part pas. Mais il va pas faire sa vie par défaut. Un autre exemple, c'est les enfants choisissent leur métier entre 13 ans et 20 ans. Et entre 13 ans et 20 ans, ils choisissent leur métier à travers combien de métiers qu'ils connaissent? 10, 20, 30, 50 maxi. Combien en existe-t-il de métiers? Une infinité. Donc combien de chances ont-ils de se tromper? Une infinité. C'est la même chose. C'est-à-dire, soit j'arrive à lui donner le maximum d'éléments, sachant que c'est tout le temps évolutif et qu'on n'a pas toujours tout et qu'on peut se tromper, c'est pas un problème, mais que c'est une façon constructive qui aide justement à ce qu'on soit tous indépendants. Mais indépendants ne veulent pas dire qu'on n'aime plus les gens, ne veulent pas dire qu'on ne se revoit pas, mais en même temps, veut dire qu'on a confiance quoi qu'il se passe dans la vie. Savoir accepter les critiques, c'est aussi la même chose, c'est-à-dire que dans les critiques que l'on peut recevoir, des critiques constructives et des critiques destructives, mais dans toutes les critiques, quelles qu'elles soient, il y a souvent un bon fond et des fois une mauvaise forme, donc dans les critiques destructives éventuellement. Mais savoir écouter, accepter les critiques, c'est aussi donc avoir une confiance en soi qui fait que une critique, on peut s'en servir comme hypothèse et voir dans le temps si elle est validée ou pas. Donc si elle me correspond, ou si ça se projette, ou si l'autre parle de sa vie, ou s'il parle d'une partie de ma vie, et ainsi de suite. Donc c'est important, justement, comme on l'a vu, de ne pas dire non, de ne pas dire c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'on a tous une partie de la solution, et que c'est bien de pouvoir écouter la solution de tout le monde pour pouvoir avancer. Si... Non, mais il y a des gens qui sont fondamentalement méchants. Oui, mais on ne parle pas de cela. On parle de ceux qui construisent. Donc, en fait, de ceux qui veulent évoluer. Ceux qui ne veulent pas, c'est l'acceptant qui confirme la règle. On n'est pas les écouter à la limite. Non, mais c'est en fait les prendre en compte. Ça veut dire que, après on n'a pas le temps de tout écouter, mais ça veut dire que si j'ai une seule façon de faire dans ma vie, si j'ai que ma façon, et que j'entends pas des choses positives ou des choses négatives, des choses positives ou des choses négatives, des choses bien ou moins bien, à différents degrés, là j'ai le choix. Par contre, si j'écoute rien, j'ai pas le choix. J'ai qu'une seule façon de faire. Les voyages forment la jeunesse, plus j'écoute, ou plus je voyage, physiquement, émotionnellement, intellectuellement, spirituellement, et plus j'ai d'autres façons de faire. Et après, j'ai plus de choix, donc j'ai plus de libre arbitre. Maintenant, si toutes ces directions sont que dans une seule direction, que d'une seule façon, et très sectaire ou très dogmatique, c'est sûr que c'est un problème. Mais il faut que je puisse avoir des... Voilà, il faut que je puisse avoir des directions, non? Et quitte à en créer des intermédiaires à différents degrés, ou prendre certains pourcentages de ces solutions que j'ai pu apprendre. Donc accepter les critiques, c'est ça aussi. C'est que lorsque même quelqu'un est fondamentalement mauvais, pour lui, il veut faire bien. Il y a rarement des personnes qui font méchamment mal, voulant faire mal. Pour elles, c'est faire bien. Donc si on arrive à comprendre le pourquoi, on arrive à... En même temps, ça fait partie de notre philosophie qui explique que aimer son ami c'est facile, aimer son ami c'est plus difficile, mais c'est le but du travail. Ça ne veut pas dire qu'on doit aimer sa façon de faire, mais ça veut dire que plus je vais le valoriser et trouver la petite étincelle en lui, plus je vais la faire grandir et plus je vais les faire changer de chemin. C'est la même chose que si vous aviez un enfant qui vient vous voir et qui vous dit moi ce qui m'intéresse c'est les armes, la drogue, la prostitution et autres. Voilà, le bruit. Qu'est-ce que vous lui faites? Si vous le mettez en prison, ou si vous l'enfermez, ou si vous lui dites je suis pas d'accord, qu'est-ce qu'il va faire? Vous n'allez pas le revoir. Donc autant voir avec lui, dans ces 4 situations, quels sont les bons fonds. Quels sont les bons fondements? Les bons fondements, c'est peut-être gagner de l'argent. 2, c'est se réaliser parce qu'il est intelligent et qu'il sait se faufiler. 3, c'est parce qu'il aime le rationnel, etc. 4, c'est parce qu'il aime les armes. Éventuellement, ça peut faire un bon garde du corps pour des gens influents ou des dirigeants. Et éventuellement, ça peut être des gens qui organisent
d'autres milieux secrets, et ainsi de suite. Mais si on ne lui montre pas que ces qualités qu'il emploie dans des côtés destructeurs, il peut les employer dans des côtés constructeurs, et qu'on ne lui dit pas que c'est possible, il ne pourra jamais changer d'avis. Donc vous allez le laisser avec sa problématique. Oui. Psychologue, Oui. Au niveau de la critique, vous parlez de la critique, c'est qu'il y a des critiques, des fois, je pense que tout le monde comme moi, on a du mal à accepter, on ne veut pas les accepter, même si elles sont fondées, même si elles ont raison. Et je voulais savoir en tant que psychologue, ça vient d'où ça, ces choses-là? Ça passe pour une personne aussi en même temps. Ce que l'on n'accepte On ne veut pas entendre certaines choses. Ce que l'on ne veut pas entendre, c'est que déjà, ça peut ne pas être notre priorité. On a des choses plus importantes à traiter que celle-là. Donc, ce n'est pas le moment. Après, on ne veut pas l'entendre parce qu'on n'a pas toutes les clés, ou ceux qu'on nous donne comme clés ne sont pas les bonnes clés. On ne veut pas accepter, c'est ça que je dirais dans ce sens-là. Je veux dire, on ne veut pas accepter certaines critiques. Le but, c'est pas, comme tout à l'heure l'a dit Alice, c'est d'accepter, c'est d'entendre, d'écouter et de mettre en stock pour pouvoir réanalyser au fur et à mesure avec les autres. C'est pas dire oui c'est bien, non c'est mal, à tout, c'est de dire que dans toutes les parties, il y a une bonne partie, qu'est-ce que je peux en faire avec? D'abord, il faut que je la trouve, et qu'est-ce que je peux en faire avec? De toute façon, peut-être que la personne ne s'en sert pas de suite, mais à un moment donné, ça ressortira plus tard. Alors, par rapport à la définition, parce qu'on arrive au bout, et puis après, vous pouvez continuer à poser des questions. Là, je continue un petit peu, on est là, il reste la dernière, une demi-heure pour vous maintenant. Je continue encore à développer. Donc, au fur et à mesure que je développe, est-ce que déjà vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on a vu? Et je continue, et puis vous pouvez en poser encore beaucoup plus. Oui. Actif, passif. Et je me disais, entre l'homme et la femme, c'est la femme qui est plus passive que l'homme, apparemment. C'est ce que l'on nous a mis dans nos blocages, d'accord? Donc, c'est pas du tout ce qu'il est, mais c'est ce qu'on nous a mis dans nos blocages. Oui, c'est ça, c'est exact. L'homme et la femme. Mais c'est ce qu'on a voulu nous faire croire. C'est ce qu'on veut nous faire croire. C'est-à-dire que le côté actif, c'est le dedans, c'est le côté passif aussi. Alors, le côté passif est mis en valeur par différentes choses. Par exemple, une femme qui a une grossesse subit, donc elle est passive par rapport à sa grossesse, d'accord? C'est pas l'homme. Donc il y a beaucoup de choses qui font... La femme est réceptacle. Et Non, mais plus ce que je veux passive. dire par là, je veux dire, la femme, elle est restée observatrice dans l'humanité Oui. depuis des millénaires. L'homme était actif. Et qui a développé certaines choses chez la femme que les hommes n'ont pas, et les hommes ont développé certaines choses que les femmes Oui, n'ont pas. ça aussi. C'est Ça, c'est vrai aussi, c'est complémentaire aussi. ce côté passif, notamment. Oui, c'est complémentaire aussi. Mais ça aurait été bien que la femme, elle a été observatrice en effet, mais elle a beaucoup plus été soumise qu'observatrice. Mais elle était aussi observatrice par le côté soumis, par obligation. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Dans l'exemple des non-fumeurs, ce que doit dire ou pas l'enfant. Oui. Par exemple, moi, je déteste la cigarette, donc j'aurais plus tendance à dire que c'est pas bien. Il va falloir quand même que je lui dise que c'est bien. Si on donne qu'une seule version, c'est la même chose dans un couple, quel qu'il soit. Si dans mon couple, je donne que les beaux côtés et je donne pas mes défauts, c'est ce que tout le monde fait, mais c'est pas très... Voilà, c'est pas franc. C'est pas franc. Maintenant, on a des défauts. Même si le parent ou l'enfant fume, comme on a vu tout à l'heure, ou s'il se drogue ou autre, plus on a d'informations, plus on peut le résoudre. Plus on peut le conseiller. Moins on a d'informations, moins c'est possible. Donc si tu donnes que le côté négatif et que tu donnes pas le côté positif, l'enfant, le jour où il va essayer, il va dire mon parent est has-been parce qu'il m'a dit c'est mal, 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 et moi je trouve bien, bien, bien. Donc on est dans deux mondes opposés, c'est pas la peine que je lui repose une question. Donc je dois essayer de trouver les côtés positifs dans ce que je déteste. Pour lui dire. Oui, c'est l'exemple que j'ai donné. Si l'enfant veut s'embaucher dans la prostitution, dans la drogue ou dans les armes, il faut trouver le côté positif pour lui dire ces qualités que tu veux mettre là-dedans, du côté destructeur, ces qualités, tu peux les trouver dans tel autre métier. Si tu lui donnes pas ces infos, comme on a vu, on choisit notre vie dans 50 métiers, il y en a des milliers, si tu lui montres pas qu'il peut utiliser ses qualités ailleurs, ben, ça sera plus difficile pour lui. Après, il le fera pas, mais au moins tu lui auras donné des indices. Et tu as 9 chances sur 10 pour qu'au fur et à mesure, il change de vie. Si tu lui donnes rien, tu as 9 chances sur 10 pour qu'il ne change pas de vie. Dans la cigarette, les côtés positifs chez les jeunes, c'est que justement, les jeunes fument, ça crée une convivialité. Alors, si on continue. Donc, par rapport à la confiance en soi, c'est une opinion favorable que l'on a c'est certaines définitions du dictionnaire que j'ai mis ici. Opinion favorable que l'on a de quelqu'un fondée sur la connaissance de son mérite, de ses bonnes qualités, de ses vertus.
Donc c'est bien ce qu'on a évoqué. Ce que je veux vous montrer que tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, qui est basé sur des dessins d'analyse et empiriques, démontre après toutes les définitions que l'on a dans le dictionnaire. Et encore, on n'a pas tout vu, on n'a vu qu'une petite partie, mais il y a bien la connaissance qu'on a évoquée, il y a bien les bonnes qualités, les vertus. Par exemple, les vertus, c'est les vertus cardinales ou les arts majeurs. Donc, si on travaille plus les vertus cardinales ou les arts majeurs dans son éducation ou dans sa vie, c'est beaucoup plus facile pour avoir une bonne opinion de soi et des autres que si on travaille autre chose que ces indices-là. L'estime de soi, c'est aussi un calcul approximatif que l'estimation. Donc, estime et estimation, si on regarde, c'est lié aux finances, estime et estimation. Un appartement que l'on estime, ou on fait faire un devis, une estimation. Donc, c'est lié et aux finances, et ici, aux distances. Donc, le pilote fait tous les jours la distance parcourue par le navire, peut juger à peu près du lieu où l'on est et du chemin que l'on a parcouru. Donc, il fait des estimations aussi. Ça peut être les prévisions météo, les estimations. Donc, on estime des choses qui vont se produire ou pas, mais en même temps, toutes les choses évoluent. Donc, les estimations que l'on peut faire, comme on peut le voir, ce ne sont pas des choses figées, ce sont des choses évolutives qui, au fur et à mesure des renseignements, des connaissances, des rencontres que l'on va faire, vont se démultiplier, soit positivement, soit destructivement, en fonction de ce que l'on va avoir comme rencontre ou comme information. L'estime de soi, dans la psychologie, est un terme désignant le jugement ou l'évaluation faite d'un individu en rapport de ses propres valeurs. Donc c'est pareil. Donc, si la personne n'a pas de valeurs ou des valeurs destructives, ce sera plus difficile parce que on puisse quantifier l'estime de soi. Par exemple, si on reprend certains exemples, il y a des enfants, symboliquement, qui ont énormément de boutons sur le visage. La majorité de ces enfants-là, sauf exception, ils perdent la face. En fait, ce sont des enfants qui ont peur de perdre la face, et physiquement, ils perdent réellement la face. Et inversement, ceux qui ne développent pas ces boutons, ils ont tellement peur de perdre la face, qu'ils ont tellement peur d'être diminués, qu'ils développent la force, la colère et la haine. Donc ils s'inscrivent dans des sports de combat ou autres pour être plus forts que tout le monde. Ce qui fait que si jamais il y a un moment, il y a quelqu'un qui le regarde au travers, et qu'ils pensent, eux, que la personne pense mal, ils rentrent dedans. Donc le fait d'avoir une mauvaise estime de soi fait qu'on peut développer des soi-disant de qualité, que ce soit la force, que ce soit le combat ou autre, mais ce n'est pas fondé sur des bonnes réactions, puisque souvent c'est sur des réactions destructives plutôt qu'amicales ou constructives. Mais la personne... À l'adolescence, on peut somatiser avec des boutons, c'est ça? Oui. Je comprends bien. Oui. Oui. Une surestime de soi. Alors, une surestime de soi, ça rejoint un petit peu la question qu'on a vue tout à l'heure. Que monsieur a dit, est-ce qu'il ne faut pas avoir des valeurs plus hautes? Pour moi, sans rentrer ni dans l'égoïsme, ni dans l'ego destructeur ou autre, parce qu'il y a un ego constructeur, mais sans rentrer dans l'ego destructeur ou dans la paranoïa, si par exemple vous êtes architecte, soit vous le faites au feeling et puis vous apprenez rien, soit éventuellement vous allez prendre les manuels des architectes qui vont vous correspondre le plus. Parce que ça sera de l'architecte plus grec, de l'architecte grec, de l'architecture moderne, de l'architecture de village, ou l'architecture de contemporaine. Donc en fonction de ce que l'on aime, on va prendre des référents. Lorsqu'on fait des études, et plus vous poussez vos études, plus on vous donne les dernières solutions trouvées dans le monde par les derniers savants de la veille. On ne vous donne pas des choses qui datent d'il y a 100 millions d'années. Dans les meilleures universités. Il y a des universités sur lesquelles on vous donne encore ce qu'on apprenait il y a 50 ans. Mais on essaie de vous donner au fur et à mesure ce qui est sorti le jour même. Donc il faut vraiment pousser les choses au plus haut. Si dans la conférence, ici, on s'occupe des petits éléments ou des petites choses ou des petits trucs un petit peu simples, c'est pareil, c'est difficile parce que on sort sans nourriture ou on sort sans solution ou autre. Donc c'est important d'avoir des objectifs les plus hauts. Le but, c'est pas de les atteindre, c'est un petit peu comme les bateaux font. Les bateaux, ils ont des phares, ils ont des étoiles, ils ont la lune, ils ont le sextant, ils ont des éléments, des éléments hauts, et puis hauts en technologie. Sans ça, ils ne peuvent pas avancer, ils ne peuvent pas se référer, ils risquent de se planter. Donc plus on a de hauts référents, plus c'est simple.
Après, il y a toujours l'exception qui confirme la règle, il y en a qui peuvent se faire sans aucun référent. Mais c'est beaucoup plus rare pour la majorité des gens. Alors on va reprendre. Est-ce que ça répond déjà à la question de monsieur qui avait posé une question similaire tout à l'heure? Oui, mais moi c'est la question de l'inaccessible. Au moment où vous en parliez, mais depuis, ça s'est dilué dans tout ce que vous avez dit depuis, du coup, on peut faire le fil. Donc pour moi, l'inaccessible, il faut le viser. Le but, c'est pas de l'atteindre forcément, même s'il y en a qui l'atteignent, c'est de le viser. C'est-à-dire que si je veux... Il y a des gens qui veulent beaucoup d'argent, qui veulent beaucoup de femmes, qui veulent beaucoup de voitures, ou qui veulent beaucoup de voyager, ou qui veulent une petite maison dans un coin, dans une prairie cachée dans la forêt. Ils ont un objectif et ils font tout pour l'avoir. Aussi petit, aussi grand soit-il, et ils y arrivent. Donc, pourquoi ne pas essayer? Si, maintenant, c'est toujours pour moi du côté constructeur. On ne va pas le faire en faisant 10 guerres et en se retrouvant tout seul sur Terre. Le but n'est pas d'y arriver par la destruction, mais par la construction et par l'amitié, par l'amour, et ainsi de suite. Lorsqu'un individu accomplit une chose qu'il pense valable, celui-ci ressent une valorisation. Et lorsqu'il évalue ses actions comme étant en opposition à ses valeurs, il réagit comme baissant dans son estime. Ce qu'on a vu un peu tout à l'heure, c'est-à-dire que si ce sont des choses qui correspondent à notre cœur, à nos tripes, et qui sont reconnues, c'est beaucoup plus facile que si c'est des choses de notre propre créativité qui sont pas reconnues. Et on peut quand même voir qu'il y a beaucoup d'artistes, beaucoup d'artisans, beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de savants qui font des choses novatrices qui ne sont pas reconnues et qui ont des difficultés par rapport à ça. Un novateur, un inventeur, c'est quelqu'un qui est devant, c'est quelqu'un qui crée le chemin, c'est quelqu'un qui est toujours sur le fil, toujours devant le précipice, il est toujours en train de construire un nouveau chemin que les autres passifs suivent. Donc quelqu'un actif, quelqu'un qui est en avance, ben, c'est celui qui est en difficulté, 1 parce que les autres sont derrière, 2 parce qu'il est montré du doigt, 3 parce qu'il est au bord du précipice, 4 parce que ben, il tâtonne, et ainsi de suite. Donc, si la société ne valorise pas ces gens-là, ou s'ils ne sont pas valorisés soit par leur propre estime d'eux, ou soit par d'autres guides, d'autres référents, et à leur niveau ou plus haut, ben, c'est difficile justement pour qu'ils aient confiance et qu'ils puissent avancer. Selon certains psychologues, l'expression est à distinguer de la confiance en soi, bien que liée à la première, étant valeur avec les capacités plus qu'avec les valeurs. Donc on a capacité et valeur, qui sont attirés par la lumière. Alors, capacité et valeur, c'est vrai que après, on peut avoir des capacités restreintes, ou que ce ne soit pas notre créativité, mais si on parle de capacité et si notre créativité, on peut prendre par exemple l'exemple de quelqu'un qui est aveugle, qui développe l'ouïe, et ainsi de suite. Donc il y a certaines personnes qui ont des handicaps, physiques, émotionnels, intellectuels ou spirituels, qui ont certains handicaps, qui font que, au contraire, ça les aide à développer d'autres qualités. On a évoqué tout à l'heure le fait de l'enfant qui a peur de perdre la face aux autres, qui développe la force. Maintenant, il peut l'employer pour une version constructive, et il peut l'employer pour une version destructive. Donc les travaux de Cooper-Smith visent à démontrer la corrélation significative entre l'estime de soi de l'enfant et la fortune, l'éducation. Donc fortune, tout à l'heure ce qu'on a vu c'est estime, fortune. Donc valorisation, souvent on dit va te vendre pour se vendre. Mais se vendre c'est se prostituer presque. Il vaut mieux plutôt aller dire ce que l'on vaut. Donc donner ses valeurs, ses qualités et ainsi de suite. Et souvent, on nous apprend à ne pas donner nos valeurs. On nous dit, tu vas avoir telle embauche, et puis on te donne tout le programme, et tu dis oui ou non. Et c'est difficile de travailler comme ça, parce qu'on ne nous dit pas, on subit un entretien d'embauche, alors qu'on devrait faire l'inverse. On devrait faire subir un entretien d'embauche à l'entreprise dans laquelle on va, pour savoir si toutes les valeurs de l'entreprise correspondent à ce que l'on est. Et très souvent, on nous éduque en sens inverse, sur lequel on ne dit pas un mot, et on signe en bas de la page, point. Et on ne sait pas ce qui va devenir 1 an, 2 ans, 6 ans après. Oui, bien sûr. Mais donc c'est important de pouvoir que ça se passe dans les deux sens. Le facteur qui influencerait fortement l'estime de soi de l'enfant serait la qualité de la relation avec ses parents. Donc ça, on l'a vu jusqu'à présent. Donc ses parents, mais ça peut être ses grands-parents, frères, sœurs, ça peut être les films, ça peut être les dessins animés, ça peut être les contes, c'est ce que l'on raconte et comment c'est traduit. Oui, je suis étonnée par la première phrase parce que vous dites la non-corrélation entre l'estime de soi et l'éducation des parents. Alors qu'on a vu auparavant qu'on avait 50% de ses parents et que
qu'on était pas mal forgés par leurs phrases. Alors, vise à démontrer. Ah, l'éducation, d'accord. Le niveau d'éducation C'est ça. dans... Voilà. Et la profession, et la fortune, ce C'est ça. gagne. Ici. Alors, si on continue. Donc, cet autre personnage, Arte, souligne l'aspect vital de l'approbation pour l'estime de soi, de l'enfant, à la fois pour encourager certains comportements comme source d'information sur l'adéquation de ses performances. Donc, ce qu'on a vu, c'est que plus on a de connaissances, plus c'est facile, et en même temps, au fur et à mesure que la personne ou l'enfant progresse, il faut qu'il puisse avoir aussi, s'il n'a pas une forte intuition, parce que certaines personnes ou enfants peuvent avoir créateur de l'intuition, et ne trouver aucun autre référent que éventuellement la nature, ou que des livres, ou que des films, ou que certains enfants, certaines personnes se construisent seuls. Ils sont autodidactes, ils n'ont aucun autre référent, ou alors éventuellement 1/1000 chez une personne, 1% chez quelqu'un d'autre. Et ainsi de suite, ils cumulent pourcentage par pourcentage dans différentes situations, et ne prennent que très peu, 0,5%, 1%, à tel endroit, dans telle situation, de telle personne, et qui font que ça leur crée une estime de soi à 100%. Et Oui. une fois qu'on a acquis l'estime de soi, on la repère, Alors, si on la repère, ça veut dire qu'elle n'était pas complète, elle n'était pas dans tous les domaines. Elle était dans certains domaines, et qui fait que, vu qu'elle n'était pas 360 degrés, elle était que sur peut-être une certaine partie, et après on est allé vivre dans d'autres parties, qui fait que là on n'a pas de capacité, donc on a des capacités ailleurs, ce qui fait qu'en allant là, on a aussi perdu celle-là, parce que on peut avoir des traumatismes qui nous font peur de reste. Mais en même temps, si on revient là, on peut retrouver ces éléments. Mais s'il y a eu fort traumatisme, c'est plus difficile, il faut reconstruire ou retrouver. Ces renforcements positifs remplissent deux fonctions, donc tous les renforcements qu'on a évoqués. Ils apportent de la stimulation et de l'affection, de même qu'ils favorisent le processus d'indépendance, de recherche, de maîtrise. Donc on a vu toujours, c'est la maîtrise, c'est parce que on est face à des référents qui sont nos maîtres et qui nous apprennent. Maintenant, il faut toujours des maîtres constructeurs, sans destructeurs c'est difficile. Mais un maître peut être la nature, peut être des fables. Donc pour ce système d'indépendance qu'on a évoqué jusqu'à présent. La source de cette approbation se modifie avec l'âge de l'enfant. Jusqu'à l'âge de 3 ans, ce dernier accorderait plus d'importance à la vie de ses parents. Puis, peu à peu, ce serait l'approbation des pères qui serait recherchée avec un paroxysme à l'adolescence. C'est pour ça que on peut aussi, par rapport aux copains des copains, donner les qualités des copains. Souvent, on donne les défauts en disant « je ne dois pas la fréquenter pour telle raison ». Et on dit « il ne va pas toucher le feu, il va toucher ». Donc, si on donne les défauts et les qualités, l'enfant, quand il va entendre les qualités de cet enfant, il va dire « oui, c'est vrai, il a ses qualités », mais en même temps, comme on lui a donné les défauts, il fera plus facilement attention. Donc, il faut pouvoir être juste et donner aussi bien les qualités et les défauts chez tous. Donc, selon d'autres chercheurs, le rang de naissance semblerait également jouer un rôle sur l'estime de soi. Donc, par rapport aux cadets qui auraient une estime plus légère, plus basse que les aînés, mais seraient plus populaires et plus à l'aise que ces derniers en société. Donc, certains l'ont constaté dans leur propre famille. Et si on est les premiers ou les derniers, ou au centre, on n'a pas tout à fait la même façon de vivre. Le plus avantageux, c'est qui, justement, dans une partie comme ça, il y a hyper confort. Les spécialistes donnent des rangs comme ça. Mais on sait très bien que, même si on donne des rangs, on peut trouver l'inverse de ce qui est dit. Et en même temps, donc, il y a des troncs communs, mais ce qui est important, c'est de savoir que ces troncs communs, on peut les changer. Ils peuvent être modifiables en fonction de ce que l'on apporte dans la vie. Non. Non. Il y a des tendances qui sont expliquées là. Donc, par exemple, les aînés, quant à eux, joueraient, ce qui est noté, joueraient d'une estime. C'est noté ici. Les aînés, quant à eux, joueraient d'une estime de soi légèrement plus élevée, axée sur la performance et connaîtraient en général une meilleure réussite scolaire. C'est ce que l'on voit généralement, mais on trouve les cas inverses aussi pour différentes raisons. Par exemple, naître dans la case des intouchables n'encouragerait pas a priori une estime de soi importante, mais le contexte culturel modifierait aussi l'estime de soi. Alors ça, c'est un exemple qui est important parce que très peu
d'orientaux le connaissent, c'est que les philosophies, les religions ont changé au cours des temps. Donc dans les 4 castes hindoues, la plus faible est les intouchables, la plus haute est les brahmanes, et depuis que la religion s'est mise en place, la philosophie, parce que c'est plus une philosophie chez eux, s'est transmis de père en fils. C'est-à-dire, pour éviter que les brahmanes perdent leurs acquis, c'est transmis de père en fils. Mais à la base, ce n'est pas ça du tout. C'est pour ça qu'on tombe, y compris chez eux, dans une mésestime de soi. C'est-à-dire qu'à la base, on est dans la caste de cœur dans laquelle on appartient. Et au fur et à mesure de nos actes de vie, on peut changer de caste, monter ou descendre en fonction de nos actes. Mais pour que les anciens ne perdent pas les acquis qu'ils avaient eus, ils ont dit ça sera de père en fils, alors que c'est totalement faux. Le fait de modifier la philosophie ou la nature des choses fait que l'estime de soi diminue, elle est perdue à tous les niveaux, y compris chez Brahman, que chez les intouchables, alors que si, au contraire, elle était en fonction justement de nos actes de la vie, constructeurs ou destructeurs, l'estime de soi monterait, parce que ça serait beaucoup plus juste, beaucoup plus simple. L'humanité, elle n'est pas système de caste, de toute manière. On aime l'Occident. Donc, par rapport à ce qu'on... Ça ne fonctionne pas de la même manière. Non, mais donc... Parce qu'on n'évolue pas. Par exemple, en France, quand on est en évolution élevée, c'est le caste, ça a tendance à redescendre très rarement. Donc c'est pour ça que l'estime de soi peut diminuer, parce que justement, on n'est pas dans des cycles toujours justes et équilibrés. Alors, selon certaines sources, par exemple, la question de l'estime de soi serait rattachée à celle de la délinquance et fournirait ainsi un champ d'action pour la contrôler. Ou alors, cependant, selon d'autres, une estime de soi élevée ne serait pas nécessairement un atout. Dans une étude célèbre, qui suggère qu'une haute estime de soi peut être corrélée à des actes de violence ou d'agression en cas de menace du concept de soi. Donc c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure aussi. C'est-à-dire on retrouve il y a toujours des descriptions ou des phases qui confirment la règle, qui vont dans un autre sens. Et le dernier schéma que je vais vous proposer pour aujourd'hui, c'est celui-ci. C'est un schéma assez connu qui s'appelle la pyramide des besoins, et qui commence du bas vers le haut, et qu'on ne peut pas monter de marche si on n'a pas acquis assez de pourcentage d'un niveau, puis de l'autre, et ainsi de suite. Et on s'aperçoit que l'estime de soi arrive en 4e lieu, dans cette pyramide-là. Ce qui veut dire que les besoins sont d'abord des besoins physiques, qui sont importants. Comme on a vu tout à l'heure, pour avoir une bonne estime de soi, il faut avoir des éléments physiques, émotionnels, intellectuels, spirituels, et cette hygiène qu'on doit avoir pour développer son estime de soi, qui est plus quelque chose au niveau du concept ou du cœur, il faut que ce soit aussi suivi dans le physique. C'est-à-dire que si la personne inverse ses jours et ses nuits, si tout le monde fait ça, la majorité des gens vont perdre l'estime de soi parce que ça ne va pas fonctionner. Donc il y a des degrés aussi à respecter, et ça veut dire que pour avoir une bonne estime de soi, est-ce que déjà tout ceci se fait à 100% dans la vie? Voilà. Est-ce que ceci, vous y travaillez dessus? Et ainsi de suite. Et des fois, on a l'estime de soi uniquement pour atteindre ceci. Donc, est-ce que ceci est une direction que l'on met en jeu? Est-ce qu'on veut obtenir ce but qui fait qu'on est obligé de passer par l'estime de soi pour l'atteindre? Et en même temps, il faut construire, on a dit, sur de bonnes fondations pour pouvoir s'élever, et pas pour chuter. Est-ce qu'on peut voir cette chose-là, mais dans des ordres? Oui, on peut l'avoir dans des ordres. Tout à fait. C'est beaucoup plus élémentaire, c'est-à-dire que par exemple, si... C'est la pyramide de Maslow. Si par exemple vous ne dormez pas, c'est difficile de faire le reste. Hein. Si vous ne mangez pas, c'est difficile de faire le reste. Non, on peut modifier sans aucun problème, mais il y a quand même des bases à conserver un minimum. Mais exceptionnellement, on peut faire différemment. Est-ce que vous avez une ou deux dernières questions, puisqu'on arrive à la fin? Moi j'en ai une, oui. Sur l'intuition, vous avez beaucoup parlé de l'intuition, sur l'intuitif. Pour vous, l'intuition, elle vient d'où? C'est-à-dire, est-ce que ça vient de l'inconscient ou ça peut venir d'ailleurs? Comme on l'a vu, l'intuition vient de tous les niveaux, puisque c'est le côté féminin. Féminin chez tout être humain, homme ou femme. Donc le côté intuitif, il y a des chercheurs qui sont en train de chercher mathématiquement sur la formule les éléments, et intellectuellement, ils ont une intuition intellectuelle qui leur vient. Après, lorsque vous
faites un plat, une cuisine, un plat cuisiné, ben, intuitivement, vous allez prendre un peu plus de tel ou tel produit pour réussir votre plat. Dans l'intuition, je veux dire, c'est pas compliqué, on se trompe souvent. Oui, mais est-ce que Et vous il me... peut y avoir deux personnes qui je ressens ci, qui je ressens ça c'est l'intuition. Et deux personnes ne vont pas ressentir la même chose. Vous êtes d'accord? Donc, on est d'accord. C'est abstrait. Alors, la majorité des gens considèrent l'intuition comme abstrait. Moi, je considère que tout l'univers est construit et stable et démontrable. Donc pour moi, l'intuition est tout à fait démontrable et non abstraite. Mais on sait que les choses évoluent et qu'il est difficile et que tout se recalcule à chaque instant. Donc on peut imaginer que ce soit abstrait aussi. Mais c'est la même chose entre ce que vous allez faire demain. Ben, pour aujourd'hui, ça va être abstrait, mais demain, quand ce sera fait, ce sera Est-ce que c'est pas concret. l'inconscient, justement, finalement? C'est pas grave, quel que soit le terme qu'on lui donne. Le tout, c'est que vous puissiez vous en servir avec des outils, et quel que soit le terme que vous voulez lui donner, et le tout, c'est que ben, ça vous convienne. Parce que pour une information, je veux dire que ça y est, il disait que maintenant, il y avait des grands patrons, ils ne prennent plus d'employés pour justement pour recruter, ils font appel à l'intuition maintenant. Et ils se basent là-dessus au niveau des statistiques, que c'était pas plus pire ou plus mauvais que notre système. Pour moi, je suis d'accord. Alors, pour moi, je suis d'accord, puisqu'on a vu que c'était du 50-50. Maintenant, on a vu que c'était du 50-50, donc je suis d'accord. Maintenant, vu qu'ils l'ont très peu utilisé, ils en sont juste au début. Donc on verra quand ils seront plus performants là-dessus. Et voilà, s'il n'y a pas de questions, je vous remercie pour cette soirée. Vous avez aussi des boissons. Et Alors c'était intéressant. donc, Un peu... oui, un peu rapide. Un peu rapide. Un peu rapide. Mais vous avez des questions, n'hésitez pas. Non, non, mais moi, c'est ça qu'il faut que je revienne dessus. Donc si vous me laissez votre mail, tout ce qu'on a vu là, je vous l'envoie. Voilà. Laissez votre mail. Vous prenez ma carte, vous avez le mail, et vous m'envoyez, et je vous renvoie ce qu'on a vu. Voilà, comme ça vous aurez tout ça. N'hésitez pas. Vous prenez la carte, vous m'envoyez un mail, et je vous... Oui, avec les chiens. Avec les chiens. Alors on peut revenir 2 minutes sur la fibromyalgie. Donc la fibromyalgie est une technique qui a été découverte qui est arrivée il y a moins de 5 ans en France et il y a plus de 10 ans en Amérique, qui fait que on peut être mal dans son corps, avoir différents endroits qui nous font du mal, et que malgré tous les appareils sophistiqués que l'on est, on n'arrive pas à découvrir d'où vient. Alors, on continue. Donc d'où vient la problématique. Et donc la technique qui a été inventée, c'est qu'il y a une trentaine de points sur le corps humain, qui fait que le médecin va vous toucher comme par acupuncture ces différents points, et s'il y a un certain nombre de points qui est dépassé par rapport à la cotation, alors vous êtes classable dans cette maladie dite fibromyalgie. Mais les généralistes sont souvent très compétents, sinon vous tapez sur internet fibromyalgie, vous avez tous les points. En fait, c'est simplement pour déceler, c'est-à-dire pour ne pas vous traiter de malade imaginaire. C'est pour ça. C'est déjà pour vous classer quelque part. C'est pas pour vous dire maintenant vous n'avez rien, vous imaginez, vous êtes... Voilà, c'est pour éviter de dire ça. Une question pour revenir sur le sujet. En prenant le problème à l'envers, si on part du principe qu'il y a une déficience en estime de soi, si on applique les schémas que vous avez déroulés tout le long de la soirée, il ne manque aucun maillon de la chaîne. Là, on a dû voir ce soir 20 schémas, il y en a 200 en tout. Si on les voit tous, et si on les adapte à la vie, pour moi, il n'y a aucune problématique. Donc chaque fois en ouvrant, oui. je veux dire... Pour moi, il n'y a aucune problématique, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vivent sur Terre sans aucune problématique d'estime d'eux, à aucun moment, ou qui, lorsqu'ils ont une problématique d'estime d'eux, arrivent à la résoudre dans l'heure, dans les 24 heures ou dans la semaine, arrivent à trouver une solution. Donc, on peut avoir une difficulté. Le tout, c'est d'avoir des outils pour résoudre, pour comprendre, pour faire différemment. Si je reviens sur le schéma que vous proposiez, un des éléments qui pouvait faire que le sujet manque d'estime en lui, c'était par exemple, dans les 3 cas là, que vous proposiez,
une personne qui était déficiente intellectuellement, c'est-à-dire un COEF, et cette personne, C'est celui-là. voilà, si vraiment il n'a pas le 20 sur 20, s'il est, je sais pas, à 2 sur 20, intellectuellement, il ne peut pas lutter. Comme l'a dit madame, j'ai parlé un peu vite, Ouais. et si la personne veut évoluer, il n'y a aucun problème pour qu'elle passe de 0 à 2 jusqu'à 20. Mais dans ce domaine-là, ça nécessite énormément de travail, Alors oui et non. de recherche Oui. d'apprentissage. Oui et non, comme vous avez pu le voir autour de vous, il y a des gens qui peuvent partir de très bas et vous rattraper en quelques années. Et inversement, d'autres gens qui ne veulent pas bouger, parce que c'est pas leur truc, ou parce que c'est pas le moment, ou parce que c'est pas, ils ont d'autres choses de mieux à faire dans leur vie que ça. Donc ça peut être un travail de longue haleine. Ça peut être, mais si vous partez avec l'idée que c'est un travail de longue haleine, alors ce sera un travail de longue haleine. Mais ça, la Florent, On peut dire dès demain, j'ai confiance en moi, j'ai une haute estime de moi. Oui, mais ça fait partie aussi des hypothèses de travail qui sont importantes. Oui. S'il vous plaît, on écoute une question. On écoute une question, oui. Par rapport à ces trois dimensions, si on souhaite les faire évoluer, il y a des outils simples ou ça... Oui, alors le premier outil qui est très simple, c'est déjà de se réunir, se rencontrer. Donc, parce que souvent les gens ne se rencontrent pas et font les choses séparément. Donc déjà, si vous avez une difficulté physique, d'accord, toute seule, simple, vous allez bien prendre rendez-vous avec un médecin. Donc vous prenez bien rendez-vous. Si vous avez un problème de couple, comme on peut le voir ici, si vous n'avez pas rendez-vous avec votre partenaire, c'est pas possible. Et 9 fois sur 10, il n'y a pas de rendez-vous. Donc c'est pas possible. Donc premièrement, il faut prendre rendez-vous. Et comme on a vu tout à l'heure, actif-passif, il faut regarder aussi bien tout ce que l'on a pu faire évoluer ensemble, depuis un mois qu'on est ensemble, 6 mois, 1 an, 10 ans, 20 ans. Regardez tout le côté actif, parce que souvent on regarde que les problèmes quand on se rencontre, on voit le médecin que pour ce qui ne va pas, on voit son partenaire que pour ce qui ne va pas, on ne le voit pas pour ce qui va. Donc c'est important déjà de faire l'état des lieux de tout ce qui va, et de regarder tout ce qui ne va pas. Parce que quand on fait l'état des lieux de tout ce qui va, on a ceci, et on voit ce qui ne va pas, on a ceci. Okay, par rapport à tout ce qu'on a pu dépasser. Et par contre, si on ne parle que de ceci, alors ça devient cela, en parlant que de ceci. Donc, c'est-à-dire que le côté négatif, il surmerge le côté positif. Oui, alors pour prendre un exemple simple, si j'ai un grand côté positif de tout ce qu'on a fait ensemble depuis des années, c'est ça, et puis si j'ai un problème qui est celle-là, et que je ne regarde pas le grand côté, ben, si je regarde que ça, d'accord, c'est petit, d'accord, mais si je regarde que ça prend toute la place. D'accord. C'est-à-dire, comme je pensais à la dépression, les gens qui sont dépressifs, ils ont peut-être un problème que pour d'autres, c'est les Américains, les gens qui ont fait des montagnes, ils sont en bas, et le côté positif est énorme. Oui, mais ça, on va continuer sur votre question, je vous réponds 10 secondes. Là, c'est tout simplement parce que, comme on a vu pour la fibromyalgie, l'entourage ne reconnaît pas parce que la personne a tendance à se mettre dans un côté victime, parce qu'on nous a éduqués comme ça. Donc pour continuer sur la question, donc on fait le côté actif-passif, tout ce qui va bien et tout ce qui va moins bien. Donc on prend rendez-vous ensemble avec le partenaire et on regarde quels sont les éléments qui sont à dépasser. Donc une fois qu'on a vu les éléments qui sont à dépasser, on regarde quels sont ceux qui sont urgents et ceux qui sont moins urgents. Ceux que l'on peut traiter facilement, ceux qui sont même déjà résolus éventuellement, ou avec rien on peut les résoudre, pour traiter, garder les plus importants après. La majorité des gens commencent par ce qui est plus simple, pourquoi ? Parce que ça donne confiance, c'est facilement fait. Et après, il y a des gens qui ont énormément de force en eux, ils font l'inverse, ils commencent par ce qui est le plus difficile, parce que c'est leur truc, ça va plus vite, mais c'est rare. La majorité doivent commencer par ce qui est le plus simple, mais il y a des descriptions qui commencent par ce qui est le plus difficile, parce que c'est leur façon de faire. Donc, on fait comme ça, et ainsi de suite. Donc, c'est possible par des éléments très posés, cartésiens et quantifiables, et dans la durée, dans le temps. Mais à chaque fois qu'on fait un exercice, qu'on le fait avancer, le couple s'en retrouve transformé. C'est comme quand on donne un médicament, on donne une prescription. Donc après, il faut se revoir 15 jours après pour savoir comment ça a évolué. Et cette prescription, on doit la mettre à jour en fonction des changements qu'il y a eu ou qu'il n'y a pas eu. Parce que chacun couple, chaque individu est différent. Donc la même prescription n'agira pas pareil. Donc on ne donnera jamais la même d'une part, elle sera adaptée et en plus il faudra la mettre à jour au fur et à mesure de l'évolution jusqu'à ce qu'à un certain moment la prescription disparaisse puisqu'il n'y en a plus besoin. La prescription ne doit pas rester. Monsieur ? Oui. Sur l'aspect de faire taire son jugement intérieur, oui. Si vous vouliez revenir un peu, développer un peu, c'est... Alors, faire taire son jugement intérieur, c'est aussi simple que ça. Alors, je vais prendre un petit schéma.
aussi pour vous le tracer, le dessiner. On est deux entités, une entité par exemple plus féminine et puis une entité plus masculine, avec chacun qui a son passé et chacun a un futur vers lequel on se rencontre. Et on se rencontre à un moment T, moment de la rencontre, par exemple ici, et ce moment de la rencontre, très souvent, il est fondé par ce qu'on a fait, ce qu'on a pensé une seconde avant, une heure avant, une semaine avant, un mois avant. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a pensé une seconde avant, une heure avant, un mois avant, de l'autre, c'est-à-dire de l'autre qu'on ne connaît pas, donc envers, si on est dans un couple, par rapport à l'autre, qu'est-ce qu'on attendait de l'autre et qu'est-ce que nous, on voulait mettre en place. Très souvent, ce qu'on met en place dans le temps est tout à fait différent de ce qu'on attendait juste avant la rencontre. Oui. Là, vous parlez des deux personnes, mais si c'est juste chez l'individu en lui-même. Redonnez-moi le début parce que j'ai perdu le début. Votre question. Faire taire son jugement intérieur. Voilà. Mais je veux faire un symbole, après je reviendrai par rapport à ça. C'est-à-dire que ce soit moi et un individu, ou qu'on a vu, moi et un projet, ou moi et une rencontre, ou moi et un film, moi et une question, moi et une peur. Très souvent, Très souvent, ce qui se passe, c'est que dans tout ce qui va se passer dans la rencontre, j'ai des préjugés, j'ai des préoccupations, j'ai des préfabriqués, bonne soirée, j'ai des pré... ainsi de suite, ainsi de suite. Donc j'ai toutes des choses qui sont préparées. Et en gros, c'est ce qui s'est passé dans ma vie, qui fait que dans la relation que j'ai avec la personne, dans le projet, tout ce que les éléments qui vont m'être donnés ou ce que je vais interpréter vont se raccorder à quelque chose de mon passé, qui fait que je vais le remettre ici, parce que ce que la personne me dit, ou ce que je vois, ou ce que je comprends, ou ce que je ne comprends pas, fait que ça va faire référence à des éléments de ma vie que j'ai compris ou cru comprendre ou pas compris, et que je vais remettre sur le jeu, et qui fait que la relation va être filtrée par mon passé, et donc je vais avoir des préjugés. Donc, par rapport à ça, je dois déjà m'apercevoir que cette relation ressemble à quelque chose, et que j'ai mis du passé. Donc je ne suis plus dans le présent, je suis dans le passé, je ne suis plus dans le futur, je suis dans le passé. En même temps, je dois m'apercevoir, est-ce que mon intuition, elle me contracte ou est-ce qu'elle me décontracte? Est-ce qu'elle me contracte par rapport à ce qui vient ou par rapport à ce que j'aimais? Donc il y a tous ces éléments qui vont dire, qui vont servir à l'analyse, savoir est-ce que je suis dans un préjugé constructeur ou destructeur, ou est-ce que je suis dans un préjugé ou dans une écoute simplement. Maintenant, par rapport à la couleur que l'on a, par rapport à la voix que l'on a, par rapport à la forme que l'on a, que l'on veuille ou non, on va influencer. Donc, on sera toujours autour de soi dans le préjugé. Le tout, c'est d'être dans un préjugé constructeur, pas dans un préjugé destructeur. Donc, il faut aussi séparer les choses, mais qu'on le veuille ou non, on va influencer autour de nous, positivement ou négativement. Donc, le préjugé que l'on va avoir, il faut voir si on veut le conserver destructeur ou constructeur. On peut très bien avoir un préjugé constructeur en étant objectif, c'est tout. Même si on se trompe, ben, c'est pas grave. Mais plutôt que d'avoir des préjugés destructeurs et qui font du mal et à soi et aux autres. Je ne sais pas si ça répond à la question. Je pensais que... Sur quel point? Parce que enfin, faire taire son jugement intérieur, je pensais que c'était par rapport à son propre esprit, quoi, je veux dire. Chacun passe par la méthode qui lui convient. Bonne soirée, parce qu'on a fini, vous pouvez y aller, hein, si vous voulez, vous pouvez rester aussi. Donc, il y a différentes méthodes, et éventuellement, vous voulez qu'on parle de la méditation? Vous voulez qu'on parle de quoi? Non, pas du calme intérieur de quoi? Non, simplement, je fais référence à quelque chose que j'ai vécu récemment.